Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement comme le veut la coutume et la coutume ça se respecte par les choses vues récemment. Et alors là, je vais commencer très fort avec mon nouveau coup de cœur de l'année 2026 qui détrône donc Hill, dont voilà, jusqu'à présent je vous avais dit c'était clairement mon film préféré de cette année. Bah là désormais c'est Obsession que je suis allé voir au cinéma. La bande-annonce m'avait beaucoup intrigué et j'avais énormément apprécié les deux précédentes réalisations du youtubeur devenu réal, Curry Barker, qui n'a que 26 ans, je le rappelle. Il y avait le court-métrage de The Chair, qui était très bon, et le moyen métrage, je crois que ça durait 1 heure, tout ça c'est gratos sur YouTube, sur son YouTube, qui s'appelait Milk and Cereal. Voilà, donc là c'est son premier vrai long métrage. Écoutez, je vais vous faire le pitch immédiatement sans attendre. Bear, un jeune maladivement introverti et fou amoureux de Nikki. Elle l'obsède, c'est la femme de sa vie. Sentant qu'elle ne voit en lui depuis de longues années qu'un ami, il n'ose lui révéler la vraie nature de ses sentiments. Un soir, dans un élan de contrariété, il utilise un petit objet gadget cheap supposé permettre à celui qui l'utilise de réaliser un vœu. Bien qu'il n'y croit pas vraiment, mais n'ayant plus rien à perdre, il fait alors le vœu que la jeune femme l'aime plus que tout au monde. En fait, le pitch me rappelle les meilleurs épisodes de la 4ème dimension, la première, les premières saisons, la première série, on va dire. Sauf que ça va aller très loin. Que dire? Déjà un petit coup de gueule sur l'affiche française, parce que à l'étranger, il y a pas mal d'affiches différentes. Nous, on s'est tapé la pire, c'est vraiment pas de bol, la plus banale. Enfin, moi, je verrais ça dans la rue, franchement, on me dit, ah ouais, encore un truc à la con. Alors que les autres sont très belles et très intrigantes, je trouve. Et l'accroche aussi. Ils ont changé l'accroche et bravo les gars, ils ont mis une accroche fun, rigolote pour appâter l'adolescent. C'est vraiment, mais ça m'a vénère. Ça m'avait déjà vénère avant de voir le film, alors une fois que t'as vu le film, t'es carrément dégoûté quoi. Pire promo ever. Heureusement que nous on est là pour faire la promo du film en fait sur les réseaux sociaux et ça commence très fort, j'ai remarqué, notamment sur X, parce que c'est une honte. Sincèrement, je me souviens plus de l'accroche, je vais vous mettre le visuel, mais tu regardes ça et tu fuis. En fait, tu te dis ah ouais, c'est encore un navet. J'ai donc adoré ce film que j'ai trouvé absolument remarquable à tous les niveaux. L'écriture, ça faisait très longtemps que pour un film d'horreur j'avais pas vu ça. La réal, sublime, assez sidérante par moments. Je peux pas vous spoiler, je vais absolument rien vous spoiler, surtout sur ce chef-d'œuvre, mais il y a des idées de réal, de plans, même la photo est magnifique, les dialogues, alors là, c'est carrément impressionnant. On a un drame horrifique, psychologique, à la fois ambigu et concrètement terrifiant, qui nous embarque dans un cauchemar où l'appréhension tétanisée en fait est omniprésente. Comme moi, ça me l'a fait, mais visiblement ça l'a fait à beaucoup de gens. Je mets de côté bien sûr ceux qui ne gèrent pas ce niveau de trouille. Par exemple, dans la salle où j'étais, il y avait un tout petit groupe de nanas et très vite, dès que c'est devenu flippant en fait, elles se forçaient, enfin c'est un grand classique, je pense que vous avez tous vécu des séances de ce genre, elles se forçaient à ricaner bêtement, enfin glousser, etc. pour genre je pense qu'elle gérait pas du tout ce qu'elle regardait. C'est insupportable. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui font que, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, les films d'horreur, c'est un truc, c'est peut-être même l'exception, je préfère ne pas les voir en salle de cinéma. Tout simplement parce que l'immersion est beaucoup plus forte quand t'es chez toi, tout seul, avec personne pour te faire chier, ou te distraire, ou sortir son portable, ou manger ses pop-corn, ou te rappeler qu'en fait, non, tout va bien, t'es avec plein de gens dans une grande salle de cinoche. Non, quand t'es chez toi, c'est pour que tu regardes ça la nuit, etc. Bon, bref. Mais là, j'étais beaucoup trop curieux, et puis il faut soutenir les films aussi. Moi, je les soutiens beaucoup par l'achat physique. Bref, tout ça pour vous dire que pour peu que vous vous laissiez embarquer dans le trip, vous êtes parti pour quelque chose d'assez chaud, quoi. Moi, je le dis honnêtement, je l'ai dit sur les réseaux, Facebook, X, tout ça. Ça fait des années que je n'avais pas ressenti une peur réelle en visionnant un film d'horreur. J'inclus tous les films d'horreur que j'ai adorés ces dernières années. Je vous en ai parlé, vous savez que moi, le film d'horreur, c'est ma passion, une de mes passions totales, donc je regarde tout ce qui sort, et pratiquement, à part les trucs où c'est trop axé comédie, parce que, voilà, non. Mais sinon, vraiment, je mate tout, quoi. Quand j'ai des bonnes surprises, des films d'horreur que j'aime énormément, pour être tout à fait franc, mais je le suis en général, je le précise, je veux dire, quand je vous en parle, ça veut pas dire que j'ai eu peur réellement, ça veut dire que j'ai trouvé que c'était génial, etc. Speak No Evil, c'était excellent. Est-ce que j'ai eu peur? Absolument pas. Même d'autres récents, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, c'est pas, non, je peux pas, ce serait vraiment mentir.
Là, j'ai sincèrement eu très peur. Et j'ai été traumatisé, voilà, traumatisé par 2 scènes, évidemment que je ne vous spoil pas. Ah si, je vais vous donner, mais alors c'est pas du spoil, hein, c'est juste un indice de contexte. C'est pour, voilà, comme ça ceux qui l'auront vu verront de quoi je parle. Une scène, mais bon, qui visiblement a mis mal beaucoup de gens, où le jeune Beer est dans son lit. Voilà, j'en dis pas plus. Et une autre où il est dans sa voiture. Ça m'a mis tellement mal que pour la première fois depuis des années, donc j'ai eu du mal à m'endormir. Le soir de ma séance de ciné, j'étais dans le lit comme ça, j'étais pas bien du tout. Ça m'a fait rire, mais bon. Ça m'a pourri mon endormissement, quoi. Je sais pas comment te dire. Donc voilà, que vous dire d'autre sans vous spoiler quoi que ce soit. On est face, évidemment, à un récit à la fois fantastique, puisque, évidemment, ce petit gadget fait un vœu et il se réalisera. Bon, c'est traité de façon très réaliste. Donc c'est comme si aujourd'hui, tu allais dans une petite boutique entre ésotérisme et un peu gadget aussi, et que tu prennes un truc de ce genre. C'est là que vraiment le fait que le cauchemar commence est déjà très malaisant, parce que le personnage lui-même, pendant un bon moment, va se dire non mais ça peut pas être ça, enfin ça peut pas être cette connerie qui a provoqué ça. Ensuite, un autre exploit qui fait que pour moi ce film n'est pas juste le meilleur film d'horreur que j'aurais vu cette année, mais pour l'instant c'est juste le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est l'intelligence du scénar. C'est juste dingo, quoi. Je vois partout que c'est le nouveau maître de l'horreur, etc. En principe, ce genre d'accroche pour faire la propagande, moi ça me le fait pas. Là j'avoue que je suis complètement d'accord. C'est un génie ce type, c'est pas possible. 26 piges, non mais ouais, au secours. Alors je dois parler des acteurs, j'ai noté leurs noms parce que ce ne sont pas des stars, enfin c'est en train de devenir des stars, mais Michael Johnston et Indy Navarrete. Alors elle a un jeu extraordinaire et elle évidemment contribue énormément au malaise mais viscéral en fait, hein, qui s'insinue en toi quoi pendant le visionnage. C'est terrible. Et alors un truc par exemple où je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai si peur en fait, mais au milieu du film je veux dire. On a des séquences où il va bosser et on sait qu'à la fin de la journée il va devoir rentrer à la maison et qu'il va la retrouver. Et j'avais tellement peur, les scènes sont tellement atroces de tension et enfin c'est beaucoup d'horreur psychologique sur la folie, sur beaucoup de choses, mais t'as pas envie qu'il rentre, t'as pas envie, enfin t'es pas du tout impatient d'assister aux retrouvailles. Waouh, quand un film parvient à te faire ça, c'est que c'est chaud quoi, que des éloges à faire, les critiques sont hallucinantes hein, pour le moment, même sur Rotten, d'ailleurs c'est un des très rares cas où visiblement le public comme les critiques pro sont totalement d'accord, hein, et quasi 95% je crois, mais pour les deux du coup ça fait super plaisir. Petite cerise sur le gâteau, moi qui déteste les jumpscares, qui 9 fois sur 10 ne me font absolument pas peur, alors par contre ça me fait sursauter, parce que évidemment tu me fous un son hyper fort dans la gueule, oui je sursaute, mais c'est pas forcément ce que j'ai vu à l'image qui m'a fait peur, c'est ça que je veux dire. Et ça c'est valable pour vraiment presque tous les films à jumpscare. Là, il y a une scène de jumpscare, une seule. C'est la pire que j'ai vue de ma vie. Et c'est surtout, première fois de ma vie, que non seulement je sursaute, mais sursaute, je veux dire, au point d'avoir le cœur qui s'emballe. Ça m'a provoqué une mini crise de tachycardie quoi. Après, ça a duré, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, tu as le jumpscare et tu restes tétanisé de terreur pendant un bon moment. Voilà. Et là encore, d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois pas mal de retours de gens où ça fait exactement le même effet. Et je vais conclure en rappelant que le film a coûté moins d'1 million de dollars. Voilà, à peu près 700 000 dollars apparemment. Il y en a qui disent un peu plus. Grand max 1 million. Tu regardes ça. Ok. Une leçon, mais une leçon à ce niveau-là, c'est quand même extrêmement rare d'en voir. Donc là, ça fait vraiment chaud au cœur parce que je sais plus quel est le dernier film d'horreur que j'ai adoré, mais adoré, c'est-à-dire que pour vous expliquer, Obsession, j'ai très hâte de le revoir, tellement c'est extraordinaire. Et je pense que je vais encore plus l'apprécier une fois, en connaissance de cause, je veux dire, une fois que tu sais ce qui va se passer, ce que tu vas voir, tu peux vraiment le digérer autrement. Et d'un autre côté, je suis pas du tout impatient de m'infliger une deuxième fois, notamment une scène qui m'a réellement foutu une trouille pas possible et à laquelle je repense régulièrement le soir en m'endormant. Franchement, c'est vraiment pas de bol. Ah, la vache. Donc, c'est plus qu'une reco, là. Vous êtes obligé. C'est de la peur, hein. Donc, c'est comme l'humour. Moi, je le répète tout le temps, hein. La comédie qui fait rire tout le monde, elle n'existe pas. Le film d'horreur qui fait peur à tout le monde, il n'existe pas. Ça dépend de vos sensibilités. Donc, moi, je suis absolument certain, j'en ai pas encore vraiment vu passer, mais je suis certain qu'il y a des gens qui vont voir le film et à qui ça ne fera pas peur parce que c'est pas leur peur, en fait, tout simplement. Ça appuie pas sur des trucs où ils sont sensibles.
Moi, les sentiments amoureux malsains qui basculent dans la folie, etc., c'est déjà ça, c'est chaud. Et la folie en règle plus générale, hein, je vous avais déjà expliqué il n'y a pas très longtemps que moi, les films d'horreur qui m'ont fait le plus peur, pour beaucoup, ils touchent à la folie. Vous avez fait la liste à l'époque. Donc, foncez, mais sachez... Sachez ce que vous allez voir quand même. Ça fait quand même super plaisir quand ça arrive. Hein. Et je pense que c'est pas prêt de se répéter, même si je suis très impatient de voir Passenger, là, qui a l'air très sympa, mais je suis certain que ça me fera pas peur. Je pense que je vais j'espère que je vais beaucoup aimer. Mes attentes s'arrêtent là, et ça fait des années que mes attentes sur les films d'horreur, c'est que ça me plaise, mais pas que ça me terrifie. Enfin, ça fait longtemps que c'est... Voilà. Enfin, là, maintenant, ça fait plus longtemps du tout que ça m'est arrivé. Et je vais enchaîner. J'ai eu beaucoup de messages concernant l'émission 60 Minutes Australia, qui a été diffusée il y a une semaine, un truc comme ça, un peu moins même, et qui est libre d'accès sur YouTube, enfin sur la chaîne YouTube de 60 Minutes, donc cette très célèbre émission américaine, qui a également sa version australienne, donc. Et ils ont sorti un numéro spécial Michael Jackson, avec la famille Cassio, qui fait une Cassio, je vous en ai déjà parlé, si vous me suivez depuis un petit moment, qui explique dans ce numéro avoir été abusé par Michael Jackson durant toutes les années où ils l'ont fréquenté. Et ils l'ont fréquenté de longues années. Et ils l'ont beaucoup côtoyé. Et je ne vais pas refaire l'historique de cette famille par rapport à Michael. On a appris il n'y a pas très longtemps que c'était un des sujets sur lesquels Lisa Marie Presley, à l'époque où elle était avec Michael, s'engueulait avec lui parce qu'elle avait flairé que c'était une bande d'escrocs manipulateurs et que Michael allait regretter de leur faire confiance et de les fréquenter beaucoup trop, etc. Mais comme très souvent Michael n'a pas voulu écouter, il n'en a fait qu'à sa tête, c'est triste. Donc là, oui, alors c'est un spin-off non officiel, on pourrait dire, du documentaire en 2 parties Living Neverland, hein, de notre ami Dan Reed, où on avait Safechuck et Robson qui donc essayaient de nous faire croire qu'ils avaient été abusés par Michael, et ensuite, mais c'est toujours pas fini d'ailleurs, hein, c'est toujours en cours, sont allés vite fait demander des centaines de millions de dollars de dédommagement. Bah oui, voilà. Alors, ce qui fait plaisir, il y a des choses qui m'ont énervé, il y a des choses qui me font plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est que visiblement, trop c'est trop, genre, j'ai l'impression, hein. Et la sauce a pas pris. Super étonnant. Donc je vois pratiquement pas passer de réactions de gens qui croient ce que prétendent les Cassio dans cette émission. Je précise que, je sais plus si j'ai dit, ce sont les 4 enfants Cassio, hein, qui tous disent qu'ils ont été abusés alternativement, jamais ensemble, mais parfois séparément, mais durant les mêmes périodes, hein, durant les mêmes années en fait. Et moi, c'est clair que c'était impossible que j'y croie, parce que je les connais trop bien, mais je me disais, bon, des gens qui savent rien, qui sont un peu influençables, ils peuvent se dire, oh mon Dieu, non mais là c'est sûr que bon. Et je vois plutôt des gens qui disent, non mais eux c'est clair qu'il y a des trucs qui vont pas. Je me marre, mais bon, c'est quand même super révoltant, hein. Je rappelle que c'est une famille qui a soutenu Michael contre les accusations, justement, et étaient formulées contre lui, et qui, en plus, étaient assez virulents, hein. Enfin, ils donnaient des interviews où ils étaient très agressifs envers les personnes qui accusaient Michael d'attouchement sur des enfants, d'autres comme ça. Alors pourquoi disait-il que Michael n'avait rien fait pendant des décennies, hein. Donc quand ils ont répété ça, hein, il y avait rien à faire pour, ils étaient inflexibles, c'est ça que je veux dire, tous les parents et tous les enfants. Et pourquoi tout d'un coup ah ouais, mais non, mais en fait, si, en fait. Eh bien parce que ces gens sont aux abois. Voilà, c'est le point commun avec Safechuck et Robson. Ils sont criblés de dettes, totalement ruinés, et ils ont besoin de... Ah oui, et aussi, pardon, ce sont des escrocs de nature, donc ce sont pas des gens qui ont des métiers normaux. Là, ils se sont dit, mais pourquoi pas nous, en fait? Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que parmi toutes les balles qui se tirent dans le pied dans ce docu, il y a un moment où ils disent, face caméra, ouais, en fait, on a eu un choc quand on a regardé Living Neverland, et on s'est dit... mais putain, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et j'en ai parlé du coup à mes frères et sœurs, et ils m'ont tous dit ah mais moi aussi il m'a fait ça, moi aussi il m'a fait ça. T'as compris? C'est un petit peu genre ah ouais, moi aussi je veux 50 millions de dollars, on se partagera le gâteau. Oh putain. Et alors les pires séquences de larmes de crocodile, mais alors même pas d'ailleurs en réalité. Déjà sur le Living Neverland, les scènes où ils se forçaient à pleurer pour nous émouvoir, hein, genre je dis la vérité, regarde, je pleure. Mais si, là c'est pire. Alors il y en a un notamment il fait des grimaces et il est tout rouge. Tu sens que il essaye, quoi. Il veut vraiment se faire pleurer et les larmes ne viennent pas. Donc il est là. Et alors, en fait, il s'est dit. Et donc c'est devenu un mème, le mec, déjà.
5 jours, il est partout sur les réseaux, tout le monde se fout de sa gueule, il est ridicule, tu ne peux pas croire ces gens, de toute façon, c'est plein de contradictions, donc ils sont encore moins... Enfin déjà, les SafeChuck et Robson suffisait de te renseigner un tout petit peu pour savoir que les dates n'étaient pas les bonnes, qu'ils étaient eux-mêmes criblés de dettes à la rue, machin, et que c'était des escrocs également d'ailleurs, enfin bref. Mais là, c'est presque pire. Ce sont quand même des gens, donc les Casio, hein, ces gens-là, hein, qui essaient de vous faire croire que tout d'un coup, après 20-30 ans, à avoir été ferme sur le fait que non, il s'était jamais rien passé, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là besoin d'argent. Tout d'un coup, donc, changent d'avis. Ils ont tout tenté pour s'enrichir de façon crapuleuse, hein, dire. Et ils ont attendu vachement longtemps, bah si, puisque 48 heures après la mort de Michael Jackson, figurez-vous, les Casio, donc hein, ces gens-là, sont allés déposer en fait des chansons inédites que Michael Jackson aurait, une dizaine, hein, que Michael Jackson aurait enregistrées chez eux pendant 3 mois, un truc comme ça. Et tout d'un coup, donc, au décès de Jackson aurait une valeur colossal. Et donc ils ont déposé ça et immédiatement contacté pour leur vendre. Ouais, on a une dizaine d'inédits de Michael. Et ils ont payé des millions, hein, on n'a pas la somme exacte, mais on sait que c'est des millions de dollars évidemment. Et c'est comme ça qu'on a eu 3 fausses chansons, ce qu'on appelle maintenant les Casio Tracks, sur l'album Michael. Voilà. Alors aujourd'hui elles ont été retirées, hein. Si vous allez sur Spotify, l'album Michael, il a 10 minutes de volume, bouf. Ils ont retiré les chansons parce que la justice a reconnu qu'il y avait de très forts soupçons sur le fait que c'était pas Michael qui chantait, et que les chansons n'étaient pas écrites par Michael, enfin bref, laisse tomber. Donc voilà, on sait aujourd'hui qu'ils avaient engagé un imitateur, Jason Malaki, un truc comme ça, pour chanter sur ces chansons. Mais qui fait ça en fait? À quel niveau de raclure humaine tu es quand soi-disant au décès de quelqu'un que tu as énormément aimé? Je rappelle qu'il y en a un, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, qui avait écrit un bouquin, Mon ami Michael, où voilà, c'était limite la plus belle rencontre de sa vie, à la fois un membre de sa famille, son confident, son frère, enfin bref. Tu trafiques pour souiller sa mémoire et juste dans le but de te faire quelques millions sur son dos, enfin sur son cadavre même pas refroidi. Donc là, il réclame 212 millions de dollars, si j'ai bien compris, d'après les éléments les plus fiables. Alors, c'est pas décidé, hein, mais c'est sur cette somme-là à peu près qu'ils reposent toutes leurs plaintes. Donc ils se sont associés, hein, les 4, pour attaquer. On connaît tellement bien le schéma de ce genre d'escroquerie. Alors, il y a plein de trucs qui, moi, me surprennent pas vraiment, mais il y a quand même des gens qui disent ah ouais, d'accord. C'est par exemple les Casio, hein, ces 4 personnes, des gens qui vendaient encore, mais il y a quelques semaines, hein, de faux articles mémorabilia, comme on dit, ayant supposément appartenu à Michael Jackson, aux enchères, pardon, sur Internet, pour se faire de l'argent, parce que je vous dis, ils ont un besoin catastrophique d'argent. Ça avait été très rapidement débunké par les fans. Donc, tu avais des lunettes de soleil soi-disant ayant appartenu à Michael, qu'il leur aurait donné, alors déjà bravo quoi, il te donne un truc et toi tu le revends, enfin bon bref, sauf que les éléments fournis, parce qu'ils sont très cons, hein, ça c'est un point commun, hein, c'est le QI, et ça rejoint un peu d'ailleurs, c'est pareil pour SafeChuck et Bronson, ce sont pas des gens très intelligents, bah là encore moins, c'est une catastrophe, les Casio c'est une catastrophe, ils vendaient des lunettes de soleil et ils te montraient une photo de Michael en train de les porter. Pour te dire, c'est la preuve que c'est... Alors, c'est une preuve de rien du tout, puisque il suffit d'acheter le même modèle, en fait. Hein. C'est ta parole d'escroc, quoi, parce que bon... Sauf que, même sur leurs annonces, en fait, ça matche pas. Il faut quand même être un génie. Donc les gens, ils ont dit... En regardant la photo, ils ont dit non, c'est pas ces lunettes là qui portent sur la photo, c'est pas celles que vous vendez là. Ah putain, c'est magnifique, c'est magnifique. Un truc pas mal aussi, c'était, tenez-vous bien, une tablette de chocolat qu'ils ont vendue aux enchères, donc en espérant se faire des milliers de dollars. Hein. Une tablette de chocolat qui, d'après eux, avait été choisie par Michael spécifiquement pour être inclus dans un package qui était offert aux gens qui étaient des invités à Neverland. Voilà, donc ça, c'est une tablette extraite de la collection de Michael Jackson, choisie par lui-même, qu'il offrait, enfin il souhaitait offrir à ses invités à Neverland. Waouh, extraordinaire. Sauf que, mais c'est là où tu te demandes vraiment quand même le QI mon garçon. Cette marque de tablette de chocolat a été créée en 2012. Ouais, et alors? Michael Jackson est un petit peu décédé. Oui, si, il est un petit peu décédé depuis 3 ans même, déjà, carrément. Et ça faisait même encore plus longtemps qu'il n'habitait plus à Neverland. Donc il risquait pas d'inviter des gens à Neverland. En fait, t'as envie de te marrer, mais c'est quand même écœurant. Parce que moi, ce qui me blesse, du coup, c'est pas l'impact que ça a aucun impact. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que même Dan Reed, le réal de Living Neverland, donc un homme qui
qui vomit sur la mémoire de Michael Jackson quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux plaignants en fait, hein, tout simplement de la famille Cassio et de ce documentaire, de ces révélations, etc. Lui-même il a dit j'ai des doutes. Il a dit j'ai des doutes, je doute de leur sincérité. Alors si Dan Reed dit ça, je pense que tu peux rentrer chez toi, c'est beau. Et plus drôle encore, le Daily Mail, c'est vraiment les torchons tabloïds qu'on vomit sur Michael, qui ont inventé un milliard de trucs pour le faire couler, même quand il était vivant. Et le Daily Mail n'y croit pas. Ils ont fait un article, et ils ont dit non, là ils mentent. Waouh, mais les mecs ils devaient être trop déçus les Cassio. Bah pourquoi personne nous croit? Alors que le seul truc malin qu'ils avaient fait finalement dans cette émission, c'est la seule leçon qu'ils ont retenue en fait de Living Neverland, où les dates n'étaient jamais bonnes. C'est-à-dire que quand le mec disait Michael il abusait de moi à New York, c'était tel jour de tel mois, etc. Les gens regardaient, ils ont dit mais c'est bizarre parce que toute la semaine il était en Australie, donc c'est par télépathie qu'il t'a abusé. Enfin bon c'est chaud quoi. Après il a fait ouais non mais alors par contre un peu plus tard dans la gare de Neverland là j'étais abusé et beaucoup de fois etc. Et les mecs ont regardé les dates et ils se sont dit bah c'est con parce que la gare était pas construite. Ah putain. Enfin c'est pour ça que je vous parle de QI parce que là tu te dis tu prépares un truc pour mentir évidemment tu le fais bien. Enfin tu espères tu demandes des millions de dollars des millions comment dire travaille ton truc. C'est-à-dire qu'à aucun moment le mec s'est dit je vais quand même vérifier vu que je sais que je mens, qu'à cette période-là, Michael, au moins, était à New York. Enfin, si je dis qu'il m'a abusé à New York. Non, la bêtise, mes amis. Mais c'est pareil pour les Cassio. Hein. Il y a un moment, tu payes un mec pour imiter Michael Jackson. Il y a aussi un truc que ça révèle, et dont pas grand monde a parlé, mais c'est le mépris pour l'artiste dont soi-disant ils étaient proches et qu'ils admiraient. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'un crétin d'imitateur allait tromper le monde, en fait, en imitant Michael Jackson. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est que nous tous, tous les fans vraiment hardcore, et ça rejoint Janet, enfin des gens qui avaient bossé en studio avec Michael, etc. Mais on a été extrêmement nombreux quand même. Dès qu'on a entendu Breaking News, tout ça, enfin les faux titres de Michael à l'époque de la sortie du premier album posthume, à entendre immédiatement que c'est pas la voix de Michael. Enfin, je ne sais pas. Et eux, ils se sont dit, ouais, non, ça le fait, c'est impossible de savoir. Mais je crois qu'en fait, quand t'es dans ta démarche d'escroc de merde, comment dire, tu vois pas les choses telles qu'elles sont, en fait. Et tu te dis, je vais tromper mon monde, et non, tu vas tromper personne, quoi. Donc là, les cas, alors déjà que Robson et Safechuck, ça fait plusieurs fois que la justice leur dit, non mais les gars, rien ne va dans vos accusations. Hein, d'ailleurs, une petite pensée pour celle ou celui qui m'avait dit il y a quelques semaines une accusation est une preuve, ou je sais plus quoi, un témoignage est une preuve, lol, bon, bref, certainement pas. Donc là, eux, ça pue, enfin, je pense que c'est mort même. Hein. Et les Cassio, je pense que c'est encore plus mort, parce que là, vraiment, non seulement il n'y a aucun élément, mais en plus, il y a plein de trucs, tu as une montagne d'éléments. C'est comme pour le procès en 2005 avec l'Arviso, qui prouve, là c'est des preuves en fait, que ce sont des escrocs, des menteurs. Voilà, hein, ça va être très simple à la justice de sortir les fausses chansons de Michael qu'ils ont vendues sur le tombeau d'MJ, les faux articles ayant appartenu à MJ qui n'ont jamais appartenu à MJ bien évidemment, et enfin c'est des escrocs quoi tout simplement. Et donc là les mensonges, moi ce qui m'a fait mal voilà c'est je vais conclure là-dessus, ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est les photos. Parce que comme ils n'ont aucun respect pour cet homme, et ni pour sa mémoire, et qu'ils veulent te convaincre que ce ne sont pas des menteurs, parce qu'ils sont bien évidemment, ils ont sorti des tiroirs toutes les pires photos qu'ils possédaient de Michael. Ça, moi, ça me fâche en fait. Parce que là, tu regardes ça, c'est compliqué de rester calme en fait. Parce que y a une démarche qui est particulièrement nauséabonde. Bah, ça, alors, ça m'étonne tellement de leur part. On va te montrer en fait des photos où Michael n'est pas du tout à son avantage. Ou alors la photo, quand tu connais Michael, elle prête à aucune interprétation chelou. Mais comme par-dessus la photo, le mec il est en train de chouiner que il m'a fait ça, et après il a fait ci, et ensuite j'avais tellement peur. Bon, c'est vraiment un truc de genre, regardez, là il est moche, et du coup vous voyez, c'est un peu une sale personne. Hein. Là c'est pas le Michael tout beau, tout apprêté que vous connaissez. Hein. Là je vous montre le monstre moi. Donc en fait c'est comme s'il te disait, évidemment que quand il n'était pas en full make-up, en représentation, etc. Enfin, tout le monde le sait. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit sérieusement que quand Michael Jackson se levait le matin, il ressemblait à Michael Jackson ? Non. Enfin, tout le monde sait qu'il lui fallait une bonne heure au moins, mais enfin, un peu plus, pour devenir Michael Jackson. Et c'est bien normal. Bref, ça n'a rien d'intéressant. C'est même pas oh, bah dis donc, ah bon, c'est chelou. Ça n'a rien de chelou, t'as make-up. Je sais pas. C'est un artiste. Donc là, ouais, là, ils te sortent des photos qui étaient ultra privées, où il est dans chez eux, hein, chez les Cassio. Bah, tu vois son vitiligo. Alors là, petit poke, tous ceux qui continuent de dire, oh, le vitiligo, il voulait devenir blanc.
blanc, moi je dis. Bon bah là t'as des photos, il est taché de vitiligo, ça fait mal au cœur de voir ça, quoi. Ça fait de la peine, enfin, moi il me fait de la peine, mais il y a peut-être des gens qui diront il est horrible, il fait peur. Ce qui est le but hein, des Cassio, faire peur. Moi il m'a juste fait de la peine parce que je me suis dit, la vérité c'est quoi? La vérité, c'est que ce type était tellement naïf, et là, je repense à Lisa Marie Presley qui s'énervait. Il s'est tellement fait manipuler que lui, il se sentait en confiance totale chez ces gens, au point de les laisser le prendre en photo. On parle quand même genre juste d'un des plus grands artistes de tous les temps, si ce n'est le plus grand, enfin le plus célèbre en tout cas. Il se laissait prendre en photo au naturel, j'ai envie de dire, mais au naturel, genre... vraiment, même pas au naturel, bien apprêté un dimanche dans le salon, tu vois. Non, vraiment, voilà, en off, total, quoi. Tellement il avait confiance, et eux, ils te déballent tout ça, quoi. Ils étalent tout ça devant les haters, en fait. Parce que les gens qui aiment Michael, ils sont pas cons, enfin, ça leur fait juste de la peine de le voir comme ça. Mais s'ils voyaient ça de là-haut, putain, vous savez que je suis pas croyant, mais là, ça m'arrange. Parce que si je pensais que Michael voyait ça de là-haut... ça me détruirait de rage. Donc désolé, hein, c'était très long, mais je me suis un peu laissé aller. Une sombre merde, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, personne n'est convaincu. Et encore heureux, putain, mais bon, il faut pas mésestimer l'intérêt notamment des... À la limite, les haters, ils vont même pas réfléchir, ils vont dire « Oh cool, des nouveaux gens qui l'accusent ». Moi, je le déteste, donc je vais dire qu'ils disent la vérité de toute façon. Même si au fond de moi, j'ai l'impression qu'ils mentent. Mais les médias, tout ça, là, visiblement, personne n'y croit. Ça fait du bien quand même. Ensuite, qu'ai-je vu d'autre? Projet de dernière chance, réalisé par Phil Lord et Chris Miller, avec Ryan Gosling, dont on a beaucoup parlé, qui a été un énorme carton, notamment aux États-Unis. Carton un peu inattendu, d'ailleurs, par rapport voilà, à sa durée, déjà, plus de 2h30. Puis, voilà, c'est un film science-fiction, mais pas ultra accessible. Enfin, je veux dire, c'est pas le Mandalorian, hein, voilà. Et ah oui, adapté du second roman de Andy Weir, qui avait donc écrit Seul sur Mars, que j'ai là et dont je vous avais déjà fait les louanges. Moi, j'adore le film également, Seul sur Mars, même si je préfère évidemment le livre. D'autant que le livre, c'est à la première personne, c'est un journal de bord, donc c'est beaucoup plus immersif. Hein. Mais le film est génial, enfin moi j'ai adoré. Et alors j'ai pas lu, hein, je n'ai pas lu par contre le roman Project Hail Mary là. Je vous fais immédiatement le pitch. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu terrifiant de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction progressive du Soleil. Pour essayer de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles. Alors je salue ce pitch qui ne spoile pas la rencontre qu'il va faire, mais étrangement dans la promo même officielle hein, sur les réseaux, ça joue à balle là-dessus. Donc moi je vais pas en parler. Mais je pense que vous n'êtes pas nombreux à me regarder et à ignorer. Ah bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ce qui va se passer, je pense que vous savez tous, hein, mais voilà, on va essayer de pas en parler. Donc, très gros carton. Hein. J'ai même vu que ces derniers jours, ça a dépassé les scores de Seul sur Mars. Alors que là, pourtant, c'est pas un frère Scott qui est à la réal. Donc, ça fait quand même plaisir parce que même si... Alors, qu'en ai-je pensé? J'ai vraiment pas adoré, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé qu'il y avait des grosses longueurs. Il y a des moments où j'étais là, j'attendais que ça reparte un peu... qu'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, il se passe toujours quelque chose, bien évidemment. Mais j'attendais que le rythme de l'intrigue, plutôt, à ce niveau-là, quoi. Que des événements majeurs, à nouveau, fassent avancer l'histoire. Je fais cette critique sur les longueurs et tout, mais c'est pas une critique du film en lui-même, hein, j'entends bien, parce que elles sont certainement dans le livre. J'ai l'impression, et des retours que j'ai eu de potes qui ont lu le bouquin, que c'est assez fidèle. Hein, donc même si ça... Et alors, non seulement ça, mais je peux comprendre que le film condense un peu ce qui, dans le livre, est beaucoup plus développé. Donc je pense que le livre, c'est encore plus laborieux, entre guillemets, sur ces passages-là. Une belle histoire, j'adore Ryan Gosling, vous le savez si vous me connaissez, il est fidèle à lui-même, génial. Enfin, moi j'ai adoré hein, sa performance, très drôle. Alors c'est drôle, il y a de l'humour, hein, mais il y en avait déjà dans Seul sur Mars. Bon là il y en a plus, hein, j'ai l'impression que c'est un peu plus léger, je trouve, dans le ton. De l'émotion, c'est mon reproche, c'est le reproche que je fais au film, parce que là c'est vraiment, pas enfantin, comment dire, ça pourrait ne pas me gêner, mais là c'est vraiment avec les gros sabots, je trouve. Quand ça veut t'émouvoir, t'as vraiment l'impression qu'il te prend pour un gamin de 12 ans, quoi. Et ça a pas toujours marché sur moi, même pas vraiment. Je trouve que c'était mignon, en fait. Voilà, je sais pas comment dire. Mais par exemple, la fin, tu es censé être bouleversé
Et je l'étais pas du tout. Et en plus, je m'y attendais. C'est très prévisible. Oh mon Dieu, il va plutôt se passer ça, alors que vous attendiez tous à ce qu'il se passe ça. Bah non, personne ne s'attendait à ce que ça se termine autrement que comment ça se termine. Donc la fin, hormis le fait que je la trouve un peu niaise, voilà. Bon, ultra prévisible, un peu gnangnan, quoi. J'ai trouvé, mais c'est pas, c'est pas gênant non plus. C'est pas une reco, hein, par contre. Franchement, c'est bien, mais c'est pas génial. Enfin, je comprends pas trop, par exemple, l'énorme succès, même s'il fait plaisir, parce que le film est bon. Enfin, tu peux pas dire que c'est de la merde. Enfin, si ça c'est de la merde, alors faut inventer des mots pour les vraies merdes qu'on se tape au cinéma, quoi. Je le reverrai jamais, et j'ai pas été bouleversé, alors que j'avais été bouleversé par Seul sur Mars, que j'étais complètement happé dans l'intrigue et tout, là, à aucun moment, hein, alors que ça aurait dû. Ce n'est que mon ressenti, et vu le succès du film, je me méfie de ce que j'en ai pensé. C'est pour ça que je vous dis, bon, évidemment, c'est pas une reco, mais tentez-le quand même si vous en avez envie, évidemment. Contrairement au prochain film dont je vais vous parler, Beast, réalisé par Tyler Hotkins, avec Daniel Macpherson, Luke Hemsworth et Russell Crowe, oh putain, en somnolage automatique, j'allais dire en pilotage automatique, non, en somnolage automatique. Je vous fais le pitch, et là vous êtes tous en train de me dire, mais Alex, t'as regardé ça? Bon, oui. J'étais curieux, j'aime beaucoup Russell Crowe, figurez-vous. Un combattant de MMA à la retraite est entraîné de nouveau dans le monde brutal de la lutte professionnelle lorsque la sécurité de son frère est menacée, le forçant à affronter son passé et à entrer dans la cage pour un dernier combat. Qu'en ai-je pensé? C'est de la merde, mais de la merde, putain. Dialogue grotesque, scénar ringard. Alors ringard, digne d'un navet des années 90. En fait, je ne comprends même pas que ça a été financé, ce truc-là. Rien qu'en lisant l'histoire. Alors, lui, il veut pas aller se battre, mais son frère, tout d'un coup, gna gna, du coup, il va aller se battre pour venger. Mais en même temps, c'est nul à chier. Hein. Et alors, les séquences de combat sont soporifiques, un exploit. Ah oui, si, c'est un exploit. C'est vraiment surtout séance de combat, d'accord, mais de MMA. Ah bah, le pompon, c'est là où vraiment moi j'ai éclaté de rire, mais c'était nerveux, hein, bien évidemment. C'est la scène où sa femme qui ne veut pas qu'il retourne faire du MMA parce que c'est beaucoup trop dangereux, tu comprends chérie, machin. Tu es déjà blessé, tout ça. Change d'avis, lui dit non mais c'est ce que tu es en fait. Je ne vais pas changer ce que tu es. Et puis là, ce sont les bonnes raisons. Et elle lui fait un truc à la Rocky 2. De façon Adrian sur son lit d'hôpital qui fait vas-y mais gagne. Et lui il fait oh putain avec Mickey, mais là t'as envie de chialer tellement c'est émouvant dans Rocky 2. Alors que là c'est tout l'inverse. Tu regardes, tu fais ah bah pompage Rocky 2, mais je suis pas ému quoi, je suis désolé. Oh la vache, mais quelle merde sans nom quoi. Ignoblissime, hein. Là vous pouvez fuir avec le sac à vomi. Autre film que j'ai vu récemment, ouais alors ça je m'attendais pas du tout à l'aimer à ce point-là, L'affaire Bojarski, donc film français me semble-t-il, je me méfie toujours parce qu'après on va me dire non c'est suisse ou belge, réalisé par Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb et Sarah Giraudot, les deux fucking incroyables. Et l'histoire vraie de Jan Bojarski, l'ascension de ce jeune ingénieur polonais réfugié en France à la fin de la guerre, qui va devenir dans l'après-guerre, après s'être vu méprisé comme inventeur, ah ouais, ça c'est dingue, va devenir donc le plus grand faux-monnayeur du pays, menant pendant plus de 15 ans une double vie que son entourage ignore complètement. Et il va rendre fou, donc, la justice, le service secret, tout ça, qui cherche à le démasquer, à savoir qui est ce faussaire dont les billets sont plus vrais que nature. J'emploie ce terme, vous n'êtes pas prêts. Enfin, si vous connaissez... Moi, je connaissais pas du tout l'existence de ce type, comme ça, c'est réglé. Je l'ai lancé parce que je trouvais justement que c'était intéressant, le pitch. Et je me suis fait complètement happer dedans parce que c'est très bien réalisé. Ça joue, mais alors, à la perfection. Enfin, le cinéma français, quand c'est comme ça, c'est génial, tout simplement. Je sais plus combien de temps ça dure, 2 bonnes heures, je pense, mais ça va très vite, vraiment. J'ai surkiffé. Je peux pas vous spoiler, mais la conclusion est dingue. Et en plus, elle est magnifique, elle est belle, c'est émouvant. Moi, ça m'a ému de ouf. Dernière demi-heure, et alors les dernières 10 minutes, j'étais là, waouh, s'ils voyaient ça, c'est incroyable. Immense reco, L'affaire Bojarski, un des coups de cœur de cinéma français de cette année, sans l'ombre d'un doute. Je n'en ai pas du tout entendu parler à sa sortie, ce qui est vraiment dommage. Je vais essayer de passer assez rapidement sur De si remarquables créatures. C'était sur Netflix, ça, écrit et réalisé par Olivia Newman
adapté du roman de Shelby Van Pelt. J'avais un doute, mais c'est une femme également. Donc, Tova Sullivan est une femme de ménage âgée qui travaille de nuit à l'aquarium de Sowell Bay. Malgré les incitations à prendre sa retraite, elle y échange des potins et noue une amitié avec Marcellus, une pieuvre âgée, souvent arrogante, qui fait donc la voix off. Voilà, déjà là... Hein? Cameron, un jeune vagabond, arrive en ville, doit faire réparer sa camionnette. Après s'être blessé, Toya commence à lui confier son travail et les responsabilités qui vont avec à l'aquarium. Le passé de la famille de Tova et de Cameron refont surface, tandis que ce dernier part à la recherche de son père absent. Oh là 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 là, c'était pas bon. Et pourtant, il y a des bons retours, hein. J'en ai vu. Si. Ouais, j'en ai vu. Des bons retours qui disent c'est tellement émouvant. C'est vraiment un film sur les leçons de la vie, que des fois la vie c'est dur et en fait il faut ouvrir ton cœur et tu vas te relever et la vie va te récompenser de ta générosité, de ta bonté. Générosité, bon. Saignait, ça dégouline de partout. Bétifiant. Le roman, je sais pas, parce que du coup je l'ai pas lu et inutile de vous dire que j'ai annulé ma préco, hein, du coup bon. Qu'est-ce qu'il est drôle? Si, il est drôle. Ça, c'est un de ses super pouvoirs. La drôlerie, la drôlasserie. Ça, je vous le déconseille total. C'est nul, mais vraiment. Et c'est long. C'est long. Et tu attends d'être ému et tu ne l'es jamais. Enfin, moi en tout cas. C'est dommage. Alors par contre, ça cartonne, hein, j'ai vu. C'est dans le top 2, je crois, des films Netflix. Après, bon, c'est les gens qui sont abonnés, ils se disent qu'est-ce qu'on va se mettre ce soir? Ça, bon, bref. Oh! J'ai trop bien imité le spectateur Netflix lambda. Là. Je termine très très rapidement. Alors t'étais censé terminer avec celui-là déjà, hein, je crois. Bah si. The Punisher, One Last Chill. Téléfilm, hein, officiellement. C'est drôle, ça rappelle les années passées. De 48 minutes que j'ai stoppé à 26. Ah bah oui. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu me vomis dessus, bah ça me plaît pas. Voilà. Donc je m'étais dit, bon... Allez, 58 minutes de nullité digeste, écrite avec le fion et jouer avec les pieds. Bon, c'est quand même Punisher. Bah, Punisher, j'adore. Hein. J'en ai déjà parlé un petit peu. Je fais même partie des gens qui aiment beaucoup, hein, mais oui, beaucoup, Dolph Lundgren. Ah, t'as vu un peu? Donc en plus j'étais ultra confiant. Je me suis dit, ouais, allez, moi je vais kiffer. Moi j'adore ce mec. Je ne l'ai jamais vu aussi mal jouer. Jamais. Il est ridicule. Enfin là, tu ris en fait, tellement c'est nul. Mais c'est pas de sa faute. C'est un très grand acteur, je trouve, quand il est bien dirigé. Donc là... c'est tellement mal écrit, l'histoire, c'est digne d'un très mauvais épisode de l'agence Touriste, enfin, c'est à chier. Le côté torturé, c'est ridicule. Ah non, mais là, on est presque dans le 60 Minutes Australia sur Michael, hein, les scènes où il est là, non. C'était horrible. En fait, comme j'aime cet acteur et que j'adore ce personnage de Punisher, j'avais l'impression d'être dans Orange Mécanique, tiens, avec les trucs là comme ça. Non, stoppez. Donc j'ai arrêté. À bout de 26 minutes, j'ai dit allez, vas-y, va te faire foutre là. Putain, ça m'a énervé. C'est une merde. C'est pas juste pas bon. C'est une merde, un gros glavio sur ce héros génial, Punisher. Donc voilà. Et j'ai commencé Dutton Ranch, le nouveau spin-off de Yellowstone. On en a 3, je crois bien. C'est trop déjà, hein, je le dis. Hein. Même si tout se cartonne, j'ai l'impression. Dutton Ranch, ça commence tout juste, donc on va voir, mais je pense que ça va cartonner. La suite des mésaventures de Bess et Rip. Donc moi, c'est ça que j'attendais le plus, parce que moi, les autres, ça m'intéresse pas vraiment. Dès lors que c'est mal écrit, enfin pas mal écrit, pas exagéré, mais dès lors que ça n'a pas le niveau de Yellowstone, bah ça tient pas la route pour moi. En fait, moi ce qui m'a fait adorer Yellowstone, c'est l'écriture de Taylor Sheridan. C'est ça qui met le truc très haut. Landman, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est écrit par Taylor Sheridan. Après, le mec il peut pas produire et écrire 5 séries en même temps. Enfin, c'est évident. Et je m'étais fait espoir, sachant que les deux autres, je savais qu'il n'était pas à l'écriture. Je m'étais dit j'espère que là par contre, bon. Et j'ai regardé les 2 épisodes. Je me suis dit et j'ai vérifié tout à l'heure, et Taylor Sheridan est producteur délégué et consultant, mais n'a écrit aucun épisode. Et comme toujours, ça se sent, et pas dans le bon sens, évidemment. Le mec, il est beaucoup trop talentueux pour que des gens juste bons puissent faire illusion, en fait, derrière lui, quoi. Donc là, moi j'adore les acteurs, actrices, tout ça, la Bess et Rip, ça fait trop plaisir de les revoir, en fait. Donc moi j'ai regardé 2 épisodes quand même, avec plaisir. Mais 1, je me suis fait chier. 2, au niveau de l'écriture, des intrigues et des dialogues surtout,
Alors là, laisse tomber, hein. Tu as des années-lumière de Landman. C'est dommage, mais c'est le prix à payer quand tu es trop talentueux, en fait. Donc Sheridan, il ne peut pas déléguer. Enfin, il peut le faire, hein, ça marche en plus, donc qui suis-je pour critiquer? Mais le fait est que ce n'est pas au niveau du tout de Yellowstone, et c'est bien dommage. Donc je vais continuer à essayer de regarder, même les... Comment dire, les antagonistes, ça, c'est des grosses ficelles. C'est pas fin comme quand c'est avec Sheridan, enfin, je sais pas, bref, peu importe. Donc je suis déçu, je vous dis clairement, hein, ultra déçu, mais je regarde parce que j'aime trop l'ambiance, les acteurs, tout ça, voilà. Et je vais enchaîner avec les questions reçues, mais juste avant, je vais vous remercier, mais du fond du cœur. Vous êtes incroyable. Parce que figurez-vous que la campagne Ulule dont je vous avais parlé pour venir en aide à cette personne qui avait ce magnifique projet de livre sur Christine et qui à 7 jours je crois de la clôture de la collecte était assez loin du compte, suffisamment loin du compte pour qu'il soit inquiet en tout cas, parce que moi quand j'avais un petit peu échangé avec lui, ils étaient à 112 je crois commandes. Je vous en ai donc parlé et j'ai pris des notes parce que j'ai oublié, mais j'ai posté le JDV dimanche soir, voilà, il était à 112, le lendemain à midi, les 150 qui étaient donc le nouveau palier, qui avait été un tout petit peu redescendu, les 150 étaient atteints, et même après dépassés en fin de journée. C'est complètement hallucinant. Là on en est, j'ai vu, on en est, pas moi, hein, il en est à plus de 180. Ça se termine d'ailleurs ce soir, je crois bien. Enfin, donc du coup, c'était hier pour vous, puisque je suis en train de tourner, lol. Voilà, merci. Enfin, merci. Je me doute bien, surtout au prix que c'est, que les gens qui l'ont précommandé, c'est pas pour me faire plaisir. C'est que ils sont, comme moi, super intéressés et qu'ils ont envie de l'avoir, évidemment. Mais quand même, merci, parce que c'est cool. Donc voilà. Et d'ailleurs, il m'a remercié plein de fois, mais à travers moi, c'est surtout vous qu'il remercie pour son projet, qui du coup va tranquillement être plus que validé. Ce coup-ci, j'enchaîne avec les questions. Comptes-tu lire le livre Underdog sur Sly? Non, mais parce que j'ai du mal à lire les bouquins en ce moment, c'est chiant. Mais ça a l'air très bien, hein. J'ai vu des critiques qui sont tous d'accord pour dire que c'est un immense roman semi-autobiographique. Alors par contre, non, c'est pas du tout un livre sur Stallone, hein, par contre, hein, je précise pour ceux qui me regarderaient et qui ne sauraient pas trop de quoi on parle. C'est semi-autobiographique, donc c'est sur Bruno Marsan, hein, qui est l'auteur de ce livre, et c'est absolument pas une biographie de la vie de Stallone, hein, calmez-vous. C'est un livre sur son parcours à lui, voilà, totalement, mais où il va faire en fait une comparaison par rapport à celui de son idole, Stallone. Et du coup, voilà, il va un peu, faire pas un transfert, mais il va inclure en tout cas la vie de Stallone et sa carrière, tout ça, à son propre parcours à lui. Mais voilà, c'est pas du tout... N'achetez pas ce livre pour apprendre des choses sur la vie de Stallone, évidemment. Donc non, mais pourquoi pas peut-être un jour, parce que ça a l'air trop bien, mais j'ai des trucs à lire avant. Par contre, ce que je vais précommander dès que ce sera faisable, c'est son autobiographie à Stallone, The Steps. Je sais plus, on a la date, hein, mais c'est à la fin de l'année, je crois, enfin on a le temps. Quel est le premier youtubeur avec qui tu sois entré en contact quand tu as créé ta chaîne? Si, j'ai même encore nos échanges en PM Facebook, c'est Durandal. C'est Durandal parce que je connaissais que Non, je crois que quand j'ai lancé ma chaîne, je connaissais que 2 youtubeurs français de cinéma que je regardais. Il y avait Durandal. Et il y avait Dirty Tommy, mais je sais plus s'il était encore avec son cousin, enfin avec David, ou s'il avait déjà lancé sa chaîne. Je crois qu'il avait déjà lancé sa chaîne, parce que j'avais regardé les vidéos des cousins, mais je découvrais Dirty Tommy. Donc voilà, mais Dirty Tommy, je l'ai pas contacté. Par contre, j'avais contacté Durandal, et pour vraiment, qu'est-ce que j'ai cru, je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo, donc c'était ma toute première, mais qui est plus en ligne, hein, je vous le dis tout de suite. Et je sais pas pourquoi je lui avais fait un mot en disant je lance une chaîne sur un coup de tête, si jamais tu as quelques minutes pour la survoler et me dire ce que t'en penses, si t'as des conseils, tout ça. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis t'as fait chier Durandal pour ça? tu es fou mon ami. Et le truc incroyable, c'est que 2 heures plus tard, il m'a répondu. Hyper gentil, et il avait regardé ma vidéo. C'est pour ça que moi, les gens qui chient sur Durandal, d'un point de vue de son travail, tout ça, enfin pas de son travail, pardon, de ses opinions, c'est le jeu, quoi, de dire ouais, dis de la merde, je suis pas d'accord, bon. Mais humainement, moi j'ai que du bien à en dire, hein.
J'ai été très impressionné. Enfin, c'est qu'après, quand j'ai compris vraiment son, comment dire, sa célébrité sur YouTube, tout ça, son niveau de popularité, j'étais halluciné qu'il ait perdu du temps à regarder ma merde. C'était vraiment pas génial. Et en plus, il m'a donné des super conseils. Voilà, parce que moi, j'étais un peu quepon en mode... ouais, à l'arrache, ça passe. Et lui, il m'a fait 2-3 remarques que j'ai toujours, parce que j'ai sauvegardé notre... Enfin, j'ai sauvegardé. Non, mais j'ai jamais effacé nos échanges PM sur Facebook, mais il a été super gentil, il m'a souhaité bonne chance et tout, et surtout il m'a fait quelques compliments sur les qualités qui étaient plus liées à ma personnalité visiblement, et il m'a dit par contre non, tu peux pas faire l'impasse sur un certain niveau de matos ou de technique, tout ça, les gens ne s'infligeront pas des vidéos avec un son atroce par exemple, ce qui était le cas. Enfin, et bref, il a été adorable, donc ça a été une super belle expérience. Et je l'ai plus jamais refait chier. Enfin, je veux dire que je voulais vraiment son avis. J'essayais pas de tisser un lien à con. Donc moi, je l'ai remercié et il me semble bien que je vais plus jamais reparler. Enfin, je vais peut-être parler sur X par rapport à sa chaîne, mais j'ai jamais dit ah tu te souviens, tu m'avais dit non pas du tout. Iras-tu voir The Mandalorian un gros goût? Je t'aurais dit oui il y a encore 2 jours, mais depuis hier, alors qu'il y a encore un embargo, je vois des retours rapides sans spoiler d'Américains notamment qui l'ont vu, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ils parlent tous d'un épisode filler, donc encore pire qu'un... Enfin, moi, à la limite, déjà ils auraient dit, ouais, bon, c'est juste un grand bon épisode, j'aurais été déçu. Mais là, ils ont l'air tous de dire que c'est un très long épisode filler, donc c'est-à-dire où il se passe pas grand-chose. Ça avance pas beaucoup, quoi. Waouh, ça m'a calmos direct. Et les mecs sont pas méchants, et c'est des fans de Mando. Comme moi. Donc... je suis ultra calmé. Je sais pas, j'en sais rien en fait. Vraiment, j'avais prévu d'y aller avec ma chérie, tout ça, mais je vois pas par quel miracle je vais en ressortir conquis vu les retours que j'entends et où j'imagine très bien que ça va me faire la même chose, quoi. Là, visiblement, d'un point de vue de la narration, même de la relation émotionnelle entre Grogu et le Mando, il n'y a pas vraiment d'évolution. Il n'y a pas d'événement majeur. What? C'est quoi ce foutage de gueule en fait? Moi je croyais que, enfin au contraire, je pensais qu'il allait se passer des choses extrêmement importantes. C'était tout l'intérêt d'en faire un long métrage en salle de cinéma, plutôt qu'une saison XY quoi. Donc voilà. Pour Masters of the Universe, le reboot, apparemment, la date de sortie en France n'est toujours pas confirmée. Ah bon? J'avoue que j'ai pas fait gaffe, mais il y a beaucoup d'affiches, sur X notamment, mais par contre ça vise pas la France, hein, c'est pour les États-Unis visiblement. Mais là, ça sent, la machine promotionnelle a l'air de commencer à bien s'emballer. J'ai vu le tarif des nouvelles figurines, 40 € l'unité, ça pique. Je savais pas. Ouais, 40 € c'est cher, ouais. C'était beaucoup moins avant. En avais-tu à l'époque? Oui, j'avais Musclor que j'ai toujours, hein, il est sur l'étagère. Bah attendez, il est sur l'étagère, bah bouge ton cul. Alors je suis allé chercher les quelques trucs que j'ai. Alors ça c'est c'est mon Musclor d'enfance, figurez-vous. Donc c'est celui que j'avais gamin et qui est toujours intact et complet. Enfin complet non, il lui manque son épée, mais il a lâché le bouclier. Et je sais pas si là vous voyez bien. Attends, ouais voilà, parce que c'est la lumière qui le crame un petit peu. Évident, hein. Mais il est trop beau. Ensuite, j'ai celui-ci, c'était donc la réédition Mattel, hein, pas Super 7, je précise quand même, de Musclor qui a eu lieu il y a quoi, 4-5 ans maintenant, quand même, ça passe un peu, avec le même moule. C'est-à-dire que, parce que cette version-là, elle existe avec 2 têtes différentes, une nouvelle et une qui reprend le moule original de la figurine que je viens de vous montrer. Donc ça c'est celui qui a la même tête que à l'époque. J'adore l'emballage, c'est beaucoup trop beau. Un magnifique cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire, où j'avais reçu ce Skeletor. Pareil, hein. Alors ça c'est... Ah non, waouh, ça qui était génial. Ça c'est la version Super 7. Incroyable. Version Super 7. Putain. J'avais oublié que du coup j'avais une de chaque version quoi. Et ça également un cadeau que m'a fait Stéphane Mialet d'ailleurs. Le Battle Cat dans sa boîte que j'adore. Donc fidèle réplique pareil, hein, là par contre du jouet à l'identique, hein, du jouet des années tout début 80. Et là je vais pas vous le descendre parce qu'il est tout en haut. Mais je vous mettrai peut-être une petite photo. J'ai là la réédition du château. Qui est magnifique, une boîte très facile à transporter et à ranger dans son bureau, évidemment. As-tu aimé le dernier album de Cure? J'en suis un grand fan. Oui, j'en ai parlé d'ailleurs pas mal hein, quand c'est sorti.
Et j'ai même offert une version ultra collector à ma chérie, qui est une immense fan de Cure. Et là, j'aurais pu aller le prendre d'ailleurs pour vous le montrer, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis qu'une merde. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis. Et d'ailleurs, c'est très drôle cette anecdote de Cure, des Rolling Stones, enfin de Mick Jagger qui croise Robert Smith dans les studios et qui du coup l'invite à faire les chœurs sur une chanson du nouvel album des Rolling Stones. Je trouve ça excellent. Qu'est-ce que c'est drôle. Es-tu nostalgique du kawaii roulé en boule et le portais-tu devant ou derrière? Putain, c'était horrible. Oh. J'en avais un, de force, hein, donc évidemment, parce que tous les enfants, c'était dans les années 70, c'était un incontournable, mais c'était vraiment la honte. Quand j'étais obligé de l'avoir à la taille, je le mettais à l'arrière. Putain, c'était horrible, horrible. Par contre, c'était efficace. C'est vrai que quand il se mettait à pleuvoir de ouf, tu foutais ça et t'étais tranquille. Mais enfin, Alexandra n'a pas vraiment disparu. Elle a fait Enigma après. Non mais je voulais dire... je m'en étrangle. Elle a disparu, on est en 2026, Enigma, ils n'ont pas sorti un disque l'année dernière. Enigma, elle l'avait fait juste après ses tubes en solo avec son mari, là. Et alors, par contre, oui, ça avait cartonné de dingue. J'ai toujours détesté Enigma. Hein. C'était vraiment fond de cuve de chiottes de la semi-électro ambiante, je sais pas quoi, avec les chants grégoriens maltraités. Oh putain. C'est eux qui avaient fait Sad, dis-moi. Putain, c'était nul. Mais les gens adoraient. Donc voilà. Mais bon, même ça a disparu. Enfin, moi, Sandra, j'en entends pas parler depuis au moins 25 ans. Mais es-tu heureux? Mais es-tu heureux? Je parle pas de famille, etc. Ça ne nous regarde pas. Mais pardon. Mais du monde actuel. Ton bureau semble être un peu un musée d'un monde qui n'existe plus et qui nous manque. Penses-tu y ajouter des objets de stars modernes, nouveaux artistes, pas juste un nouvel... l'album d'un ancien artiste. Ouh là là, attends, je comprends pas trop bien ta question. Après, oui, c'est un musée, mais c'est un musée parce que ça me fait plaisir. C'est un musée parce que c'est comme une cave, oui, effectivement, une antre, enfin une cave. C'est ma Batcave, où effectivement, et ça je suis d'accord, il y a beaucoup d'objets qui évoquent une époque qui n'existe plus et qui ne reviendra jamais. Est-ce que je pense y ajouter des objets de stars modernes? Pas du tout, parce que, enfin pas du tout. Pendant un bon moment, elle est là maintenant, parce que moi vous savez que je suis malade dans ma tête, hein, un psychopathe, il faut que je bouge les objets régulièrement. Donc j'avais la poupée géante là, de Papa Emeritus de Ghost. Ghost pour moi c'est moderne, hein, même carrément, comme star quoi. À part ça, j'ai pas d'idole moderne, donc en fait je risque pas d'acheter des trucs de gens qui sont des stars modernes mais que j'aime pas en fait évidemment. Donc non, il y aura pas, je pense pas y ajouter des objets, trucs comme ça. Par contre, ouais, j'ajoute, ça va bouger quoi. Après, franchement c'est pour ma déco, hein, surtout. C'est-à-dire que c'est quand même une pièce où je passe mes journées, parce que je travaille là. C'est pour le plaisir des yeux, d'être entouré de petits trucs qui te plaisent et tout. Après, des fois, je réfléchis un petit peu, parce que je trouve que ça fait joli à l'image. Mais c'est pas le but principal, parce que voilà, moi j'y suis tout le temps. Donc si je faisais un truc joli à l'image, mais pas pratique pour moi, ou qui me convient pas par ailleurs, ce serait complètement stupide. Ah oui, et j'ai regroupé quelques questions sur Michael Jackson. Olivier Cachin vient de sortir une réédition mise à jour de sa biographie de Michael Jackson, Pop Life. Est-ce que tu me le conseilles? Pour un néophyte, pardon, pas pour un fan hardcore. Moi, je suis d'une génération, je suis tellement vieux que Olivier Cachin, je l'ai connu depuis toujours, j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'avoir grandi avec lui. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type, je sais pas, il est sympa. C'est un peu manœuvre. Il y a plein de gens comme ça. Olivier Cachin, moi je le kiffe, mais ça m'empêche pas d'être honnête. Alors il se trouve que, évidemment, sans surprise, j'ai tellement de livres sur Michael Jackson, que bien évidemment, j'avais acheté, d'ailleurs, préface de Philippe Manœuvre, lol. J'avais acheté la première édition à sa sortie à l'époque, de mémoire à la mort de Michael Jackson, donc c'est peut-être sorti en 2009 ou 2010 au pire, enfin un truc de ce genre. Voilà, je l'avais acheté parce que Olivier Cachin, j'aime bien, puis parce que je m'étais dit, bon, on va voir quoi. Je dois avouer que ce n'est pas, pour moi, un bon livre sur Michael Jackson. La preuve, je le cite jamais quand on me demande de conseiller un livre. Là, pour moi, on a typiquement un livre commandé pour surfer sur... parce que Michael venait de mourir, en fait, tout simplement, mais qui n'est pas du tout le fruit d'une démarche rigoureuse, poussée, approfondie, comme le Taraborelli, par exemple. C'est très sur la surface, il y a des anecdotes avec des inexactitudes, ça me pose un problème. Donc quand je l'ai lu... alors, inutile de te dire que je n'ai rien appris, alors ça moi c'est sûr, mais je trouvais que c'était pas génial. Là il y a une réédition,
parce que le film Michael triomphe, donc c'est à nouveau quand même un truc ultra opportuniste. Il l'a mise à jour apparemment à la va-vite avec un petit texte sur le film, je sais pas quoi, pas trop compris. J'ai regardé quand même 2-3 de ses interviews, notamment sur YouTube pour faire la promotion de sa réédition, et je dois dire que dernièrement il commet des erreurs qui m'inquiètent énormément sur la qualité de son travail en fait, tout simplement. Donc moi, quelqu'un qui prétend avoir le niveau pour publier des livres qui font quand même des centaines de pages sur un artiste et qui se trompe sur des événements majeurs, ça me pose un énorme problème de crédibilité. Et surtout, ça trahit le fait qu'il n'a pas bien fait son travail, tout simplement. Moi, j'ai vu notamment une interview, je sais pas, mais il y a même pas il y a une semaine, un truc comme ça, où le mec t'explique que il a des gros doutes sur le vitiligo de Michael Jackson. Je ne sais pas quoi en penser, avait-il le vitiligo? Mais putain, mais t'as même pas écouté les retours de l'autopsie en fait. C'est quand même impressionnant. En 2 secondes sur Google, tu as les scans des papiers de l'autopsie. Les trucs directs avec vitiligo. C'est une analyse d'autopsie. Hein. Voilà, bah lui, il sait pas. Il sait pas. Donc en fait, un biographe qui ne sait pas ça, c'est très compliqué. Un autre truc pour moi encore plus grave, questionné sur les circonstances du décès de Michael Jackson, Olivier Cachin nous annonce successivement que le propofol est un médicament qu'on donne aux grands brûlés. Puis, mais sans même se rendre compte qu'il est en train de se contredire, que le propofol est un somnifère très puissant. D'un côté, t'as envie de rigoler, mais c'est pas drôle. Enfin, je rappelle que le propofol, mais c'est pas un secret, c'est un agent anesthésique ultra puissant, utilisé notamment pour provoquer une anesthésie générale. Alors, il a confondu avec le Demerol, mais même pas, parce que le Demerol, c'est pas ça non plus. Hein. Et voilà. Donc, moi, je le déconseillerais, enfin, plutôt même carrément. Enfin, un ami, je lui dirais, non, prends pas celui-là, par contre, ça c'est sûr. Alors, d'ailleurs, attendez, parce que on est dans les bouquins sur Michael, et je voudrais m'excuser. Parce que je crois que c'est dans le dernier GDV, je vous ai inconsciemment, enfin naïvement on va dire, fait une petite recommandation de 3-4 bouquins. Le complot contre Michael Jackson par Aphrodite Jones, Moonwalk, l'autobiographie de Michael Jackson, et la biographie ultime, on pourrait dire en tout cas à ce jour, c'est vraiment celle qui fait référence, de Tara Borelli. Parce que les dernières fois que je vous les avais recommandés, il y a 6 mois, un truc comme ça, j'avais eu des retours, et même moi j'avais checké rapidos, et on trouvait tous ces livres pour 10 €, même des fois moins, sur Vinted. J'ai pas compris que le triomphe planétaire du film avait totalement changé la donne, et que l'édition Flammarion de la biographie de Michael Jackson par Tara Borelli est devenue juste introuvable. Il y a un exemplaire qui est en vente sur Amazon à 2000 €, un prix tout à fait raisonnable. Et sur Vinted, alors Moonwalk, c'est entre 200 et 300 €, mais bonjour les rapaces, putain. Et le Aphrodite Jones, c'est pire, je crois encore, pour l'acquérir, alors que, sincèrement, hein, moi je me souviens très bien d'un abonné qui avait acheté justement le Aphrodite Jones complot contre Michael Jackson pour 9 € sur Vinted, en me disant « Ah, merci du conseil, je l'ai trouvé à 9 € sur Vinted ». Et Moonwalk, je me souviens très très bien que la dernière fois que j'avais regardé, je l'avais vu, l'édition de 2009, donc française, sa réédition, mais encore sous cellophane et tout, à 9 €. Je l'avais pas pris parce que moi je l'ai de l'époque, mais ouais, j'aurais dû le prendre, comme ça je le revendrais 800 €. Non mais, t'as envie de vomir. Voilà, et j'espère que ces éditeurs vont rééditer, vu qu'il y a une forte demande, je pense, suite au film, au moins que Flammarion va rééditer le Tara Borelli, mais est-ce qu'ils ont toujours les droits en fait pour le faire? C'est pas sûr. Après ils peuvent les renégocier, hein, donc c'est faisable, hein, c'est comme Flammarion. Tout est prêt, je veux dire, c'est un livre qu'ils ont déjà édité, donc bon. Pour Moonwalk, c'est Michel Lafon. Là encore, hein, ils avaient bien réédité le bouquin à une vitesse éclair en 2009, on pourrait tout à fait le refaire aujourd'hui, je pense. Je souhaite qu'ils le fassent, parce que là c'est ignoble. C'est ignoble et c'est triste de voir tous ces jeunes, cette jeune génération en fait, qui découvre Michael par le film, qui s'enflamme complètement, veut se cultiver et se retrouve otage de raclures de chiottes opportunistes. Enfin moi ça m'a choqué, je vous l'ai pris, putain. Et tu peux être certain que le mec qui vend Moonwalk de Michael Jackson à 350 € sur Vinted, si ça se trouve c'est celui qui le vendait à 10 € il y a 6 mois. Sauf que les jeux, parce que ça se vendait pas vraiment hein, en plus. Ça partait pas, c'est ça que je veux dire. Ça restait sur Vinted, ça n'intéressait pas les gens. Bref, en tout cas, désolé, parce que du coup, moi j'ai fait des recos de merde, du coup.
Mais après, dans ces proportions-là, je pouvais pas le prédire. Là, j'ai vu qu'aux États-Unis, Moonwalk, c'est le livre le plus vendu au rayon musical, c'est-à-dire ouvrage musical. Il est numéro 1 des ventes aux États-Unis. Alors en digital, du coup, parce qu'en papier, il est épuisé. Alors par contre, si vous êtes bilingue, le Tara Borelli, vous le trouvez sur Vinted, par exemple, en version américaine comme moi j'ai, parce que j'ai 2 versions avec ma chérie, française et américaine. Et l'américaine, vous la trouvez pour 3-4 euros. Mais bon, faut pouvoir lire l'anglais. Récemment, avec la sortie de Michael lors d'un repas entre amis, le sujet des controverses est ressorti. Du coup, au gré des vidéos et de tes retours sur la vie de Michael Jackson, tout le monde m'a perçu comme un puits de science sur le sujet. Ça m'a surpris, je dois dire, et fait prendre conscience de la complète méconnaissance des gens qui l'ont condamné sans même savoir réellement de quoi il s'agissait. Ça m'a super touché. Et j'ai de temps en temps des messages de ce genre. Vous pouvez imaginer à quel point ça me fait plaisir. Des gens qui me disent grâce à toi j'ai en fait informé des proches sur les faits, en fait sur tout ce que j'ai appris en regardant tes vidéos, et voilà, des gens qui ont juste lu dans Closer et voici que Michael était coupable en fait. J'ai appris beaucoup de choses sur l'affaire Chandler en t'écoutant, mais on est d'accord qu'officiellement Michael Jackson n'a jamais été innocenté pour ce cas précis. Point d'interrogation. Si, beaucoup de gens l'ignorent effectivement, mais Michael Jackson a été innocenté également sur le cas Chandler, enfin de Jordi Chandler, pour une raison très simple, c'est qu'elles ont été incluses au dossier dans le procès de 2005 avec la famille Arvizo. L'accusation a ressorti tout le dossier Chandler, et à charge donc, hein, bien évidemment. Et il était également donc accusé pour ça. Il a été innocenté également pour toutes les accusations liées à Jordan Chandler. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas souvent, parce que c'est noyé dans le fait qu'il avait été innocenté globalement, enfin voilà. Mais l'accusation avait le droit légal, et elle l'a fait, d'ajouter en fait au dossier le dossier Chandler de 93, donc 94. Donc réellement, voilà, moi je veux bien que délit de sale gueule, un adulte, ça n'a pas à faire ci, faire ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est très drôle dans le documentaire de 60 minutes avec les Casio. Ils ont tellement rien en réalité que du coup ils ont organisé un truc de lavage de cerveau mais qui marche sur personne, hein. C'est même devenu un gag sur X. Au début ils regardent une scène chez eux où ils jouent à une bataille ils font une bataille de coussins quoi, de bataille de polochon comme on dit, avec Michael. C'est des images qui pourraient être tout à fait dans le cadre d'un procès sorti par la défense de Michael, parce qu'on voit cet adulte qui joue avec des enfants et qui clairement c'est pas un adulte qui joue avec des enfants que tu vois, c'est juste que des enfants. Et il sautille partout, il se roule par terre, enfin c'est n'importe quoi. Enfin, un adulte ne fait pas ça, même quand il joue avec des gamins, il joue quand même en tant qu'adulte un peu quoi. Là Michael, tu vois tout de suite, c'est un gosse quoi. C'est risible j'allais dire, mais c'est risible pas méchamment. Moi je trouve ça super touchant. Et eux, ils regardent ça, mais bon, la vidéo c'est ça, c'est Michael qui joue avec des potes, voilà. Ils regardent ça, ils font... Il devrait pas jouer avec nous comme ça, c'est un adulte, hein. Pourquoi il fait ça? Voilà. Quel est ton rapport avec la communauté de fans de Michael Jackson et aux youtubeurs spécialisés? J'ai aucun rapport avec, j'ai jamais sympathisé, j'ai des comptes, hein, par exemple sur MJJ Community et Michael Jackson France Forum, je sais plus quoi, enfin il y a des forums par exemple qui existent depuis toujours, où j'ai un compte et où des fois je passe pour des news, mais je parle jamais, enfin quasiment jamais, j'échange pas avec les gens, du coup j'ai pas tissé d'amitié, je fais pas ma promo non plus, enfin ma promo, quand j'ai sorti ma vidéo Michael, j'ai pas souvenir d'avoir été en parler à la communauté Michael Jackson, je suis même certain de pas l'avoir fait. Et les youtubeurs spécialisés, il y a encore quelques années il y en avait pas quasiment, hein. Il y avait des chaînes YouTube françaises spécialisées, mais c'était pas des youtubeurs qui se filmaient en face cam, etc. Ça c'est beaucoup plus récent. Il y a Greg Pop Culture, auquel je pense. Je sais qu'il y en a un autre qui a changé le nom de sa chaîne pour Hors Tempo, je sais plus quoi. Voilà. Ce sont 2 personnes qui ne font que du contenu sur Michael sur YouTube. Je regarde de temps en temps, j'échange. Ah si, Greg, je crois que des fois je lui fais des petits commentaires parce qu'il fait des vidéos, des shorts en fait, humoristiques. Et j'avoue qu'il en a fait une par exemple excellente avec Hector Barjot par exemple, qui est un autre. Alors lui, c'est un YouTuber spécial, enfin, c'est pas un YouTuber pour moi, mais c'est un des plus grands collectionneurs, j'allais dire en France, mais dans le monde, je pense, hein, de Michael Jackson depuis longtemps. Hein. Il a une chaîne YouTube où il montre sa collection, il parle des pièces, de machin, et j'adore ce mec, j'adore son caractère. C'est sans doute mon préféré, enfin, humainement, je veux dire. Lui, il est très drôle et il a collaboré avec Greg sur une vidéo récente où il se fout de la gueule des Casio. Donc voilà, mais sinon, non, j'ai pas de rapport. Enfin, je suis pas invité quand il y a des lives. Toi, les lives spécial Michael Jackson, j'en ai fait. Mais c'est chez les potes quoi. J'en ai fait au moins 3 chez John Ali, et j'ai bien dû en faire 2 chez Dirty Tommy.
Donc, mais voilà, c'est tout. C'est pas des youtubeurs, enfin voilà, spécial Michael Jackson. Que penses-tu de certains fans qui transfèrent leur fanitude de Michael Jackson à Jafar? Personnellement, je n'ai rien contre Jafar, je reconnais qu'il a énormément bossé, mais je trouve ça assez ridicule. Je comprends pas du tout non plus. Oui, je vois ça. Enfin, c'est un peu c'est pas anecdotique, mais enfin si, c'est anecdotique. Comme les trois quarts des gens sont en train de, enfin, pour ceux qui sont en train de vriller, ils vrillent vraiment sur une obsession. Moi, je vois des trucs assez flippos. Hein. Enfin, c'est vraiment extrême. Mais c'est par rapport à Michael. Ils font pas d'amalgame. Après, oui, j'ai vu qu'il y en a qui développent une fanitude de Jafar. Ça, je suis content d'accord. J'avoue que je trouve ça un peu chelou parce que c'est pas vraiment le comédien dont ils sont ultra fans. Je pense pas qu'ils vont être hystériques si Jafar fait un film où il joue un rôle qui n'a rien à voir avec Michael Jackson et qui vont dire oh là là Jafar, Jafar. Non, comme tu dis, c'est lié. En fait, il y a un transfert en fait complètement de Michael à Jafar. Et ça, c'est pas très sain. C'est pas grave non plus. Oui, c'est un peu ridicule. Alors tu dis, je trouve ça ridicule, c'est ridicule. Enfin, je pense que dans les faits, c'est ridicule. Mais c'est un peu malaisant surtout, quoi. Après, ça va passer. Mais et d'ailleurs, sur les vidéos, j'ai vu que Jafar, il kiffe pas trop. Hein, et le pauvre, je comprends, je me mets à sa place. Des gens, par exemple, parce que j'ai vu ça très récemment, qui lui demandent de dédicacer l'album Thriller. Mais qui sont ces gens, en fait? Alors, ou des fous, ou des gens qui ne se rendent pas compte qu'il manque de respect à Jafar. Bon, et à Michael aussi, évidemment. Mais surtout à Jafar. Je crois que j'ai vu un truc où poliment il dit qu'il signera pas un album de son oncle, en fait. Parce qu'il n'a rien à voir là-dedans. Mais bon, voilà. Est-ce que tu penses qu'on aura droit à un concert de Michael Jackson sur grand écran vu le succès du biopic? J'adorerais voir ça. Sinon, est-ce que tu as déjà écouté l'album concert live des Jackson 5 au Japon? Je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent hein, que des concerts qui ont été filmés en très bonne qualité. Bah, par exemple, Victory Tour. On n'a jamais eu, hein, et on sait qu'il existe en qualité parfaite, ça ce serait génial. Et il y a beaucoup de gens qui demandent par exemple que le concert de la tournée Bad sorte en IMAX notamment. Après, est-ce que vraiment ça va être fait? C'est les States qui décident, et je suis pas certain que ce soit un smart move pour eux, en tout cas tant que Michael cartonne. Donc peut-être que dans un an, on ne sait pas, mais... je pense que le triomphe de ce film va quand même stimuler les States à être un peu plus vif au niveau de ses activités liées à Michael à l'avenir. Donc on va voir, hein, tout est possible. Le live des Jackson 5 au Japon, je le connais bien évidemment. J'ai écouté, mais je ne suis pas fan du tout, parce que comme je l'ai déjà expliqué, je suis pas fan du tout des Jackson 5. C'est personnel, hein, je dis pas que c'était pas bien, évidemment. Je dis que c'est un style musical. Ils ont quand même vraiment changé de style hein, au bout d'un moment, ce qui est normal. L'époque a changé, les arrangements c'est plus les mêmes du tout, les mélodies c'est plus les mêmes, même les instruments c'est plus vraiment les mêmes. Et non, je suis vraiment pas fan des chansons. Donc j'écoute jamais, enfin j'ai même pas. Hein, Jackson 5, j'ai eu des albums, mais je crois que je les ai refilés. Le moment où d'un point de vue objectif, je deviens fan au niveau des chansons et de tout, c'est 78. Et là, l'album dont tu me parles, c'est 73, il me semble. Donc moi c'est plutôt, voilà, 78, l'album Destiny, Triumph, voilà, ça c'est deux chefs-d'œuvre pour moi, et c'est à partir de là que j'adore. Et après, ça continue avec la carrière solo de Michael surtout, parce que bon, avant Destiny, ça me parle pas. Est-ce que tu connais les figurines 1/6 InArt? C'est un peu le concurrent de Hot Toys, mais version haut de gamme. Ils ont pas mal de licences avec Star Wars, DC Comics, Marvel et aussi donc Michael Jackson. Des figurines qui sont absolument exceptionnelles. Oui, je connais bien sûr. Il y a celle de Dangerous Tour notamment, là, qui est vers 700 €, un truc comme ça. Mais moi, tu sais que, enfin, j'en ai déjà parlé, je suis pas fan des figurines ultra réalistes. Vraiment, non, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire qu'on se rapproche de statuettes, mais en même temps figurines. Je sais pas, je trouve que c'est trop... Quand c'est trop réaliste, pourquoi je décroche? Vous aurez constaté que je n'ai aucun jouet, enfin aucune figurine poupée ultra réaliste, du tout. Moi, tu vois, c'est très con hein, ce que je dis, mais je préfère les Michael qui sont là, qui sont un peu ridicules, mais que j'adore, elles sont trop chou. Enfin, c'est kitsch, mais ça parle à l'enfant, voilà. Ouais, je viens de m'auto-analyser, dis donc. Séance gratuite de psychanalyse. En fait, j'aime le jouet ou l'objet quand il parle à l'enfant en moi. Et ces jouets-là, à 700-800 € où le visage est quasi parfait, etc., ça, c'est pas destiné aux enfants, c'est destiné aux adultes. C'est un objet d'art, mais c'est très bien, je dis pas que c'est pas bien. Mais je veux dire que moi, du coup, ça m'évoque rien, émotionnellement, rien. Alors que par contre, voilà, ce truc-là, ça me parle à l'enfant qui est en moi, en fait. Parce que ça, c'est vraiment le jouet que j'aurais adoré avoir quand j'étais gamin, à l'époque de Thriller. Je rappelle que la tête s'enlève et derrière il y a celle de Michael en mode normal. Ça c'est vraiment un de mes trucs préférés ever. Et je clôt le chapitre MJ. Désolé, il était énorme, mais c'est votre faute. Hein, vous avez qu'à pas me poser de questions. Hein. Bah oui, ça va. Si j'ai pas de questions, j'y réponds pas. Ça c'est sûr. Ah ouais.
Connais-tu la trilogie des démons de Simon Liberati? Toi qui aimes, comme moi, Bret Easton Ellis, ça devrait te plaire. Et comme tu aimes la snare, aimes-tu des enfants du paradis? Avec le film, avec Auteuil, c'est un must sur la snare. Team... Eh oui, et après j'ai une team, pardon. Alors, des démons de Simon Liberati, je connais de nom, mais je n'ai jamais lu. Alors qu'il paraît que c'est génial, et que je suis certain que j'adorerais. Donc voilà, encore un truc qu'il faudrait que je lise. Mais tu me le rappelles, parce que c'est vrai que ça, j'aimerais vraiment bien m'en commander un pour essayer de le lire cet été, ou je sais pas quoi. Parce que je suis sûr que je vais kiffer, effectivement. Moi, la snare, c'est vraiment les mémoires de la snare, hein, qui est mon obsession. Enfin, là, c'est un ouvrage que j'ai lu, relu, annoté, étudié, enfin, relu encore, enfin... Voilà, que j'ai dans toutes les éditions imaginables, hein. Je crois que j'en ai 3 ou 4 éditions différentes des mémoires de la snare. Donc c'est surtout ça, en fait. Après, j'adore le film avec Daniel Auteuil. Les Enfants du Paradis, c'est beaucoup moins lié, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais c'est moins directement important, enfin, c'est moins important, évidemment. Et non, ça m'a moins parlé, pardon, excuse-moi. Ensuite, j'ai Team Huey Lewis and the News ou Genesis, et là, c'est très dur à choisir, même si en réalité, non, c'est pas si dur à choisir. Parce que j'adore Huey Lewis and the News. C'est un groupe que mon père aimait beaucoup, donc il écoutait beaucoup dans les années 80, et ça faisait partie des sonorités, des refrains, tout ça, que je kiffais de ouf. Je veux dire, hors les gros tubes, voilà, Retour à le futur, tout ça. Même les autres chansons, enfin, genre de ces albums des années 80, c'était très bon. Huey Lewis and the News, d'ailleurs, c'est quand même très gros carton aux États-Unis. En Europe, un peu moins, j'ai l'impression. Enfin, il y a eu quelques tubes, mais globalement, le groupe avait moins de succès qu'en Amérique. Mais, je préfère quand même Genesis, je pense. Parce que les chansons, grâce à Phil Collins, hein, pour moi, il y en a plus que j'adore. Mais ce sont deux très bons groupes. Avez-vous un avis sur le réalisateur Ben Wheatley? Mais oui, j'en ai parlé la dernière fois, notamment de Kill List, des propositions radicales, pardon. Le réal Ben Wheatley, bah en fait ça dépend du coup, parce que moi j'ai détesté Meg 2, j'ai pas du tout aimé High Rise non plus. On trouvait prétentieux, totalement foiré. L'adaptation du bouquin, enfin la nouvelle adaptation du bouquin Rebecca, j'ai trouvé qu'il s'était ramassé la gueule également, même si c'était pas catastrophique, mais c'était pas bon non plus. Bref, j'ai pas vu Touriste, et par contre, enfin Normal, j'ai beaucoup aimé. Et The Kill List, c'était génial. Ça, The Kill List, je crois que c'est le premier que j'ai vu, enfin à l'époque, hein. C'est excellent. Donc il est capable vraiment de faire un truc génial ou nul à chier. C'est assez étonnant. Est-ce que tu comptes faire un nouvel album un de ces jours? As-tu des nouvelles compositions de côté? Pas du tout. Enfin, si j'ai des nouvelles compositions de côté, mais c'est pas des nouvelles compositions, c'est des inédits. Mais que j'envisage peut-être de sortir un jour dans le cadre d'une compile avec des remixes. Parce que j'ai beaucoup de... Enfin, il y a un projet de compile avec des remixes. Et des inédits, du coup. Donc ça, oui, ça c'est prévu. Étant fan de métal depuis 78, je ne te comprends pas sur la hype Nirvana, pardon, que je trouve personnellement la plus grosse escroquerie du rock'n'roll. Ouais, je crois qu'il y a pire. Ah pardon, le grunge en général, pardon. Le grunge en général, plus grosse escroquerie du rock'n'roll. Je les ai vus en live, heureusement j'étais invité, mon pire concert à ce jour. Bah voilà, bah du coup c'est pas une question en fait. Mais c'est intéressant de partager ça parce que ça montre évidemment que mon avis n'est que mon avis, hein, comme je le répète. Enfin, évidemment, je ne fais autorité sur que dalle. Donc voilà quelqu'un qui déteste le grunge et trouve que Nirvana c'est de la merde. Et c'est totalement respectable. Enfin voilà, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, hein. C'est de l'art, donc c'est les sensibilités de chacun. J'ai été impressionné par un film d'horreur néerlandais d'une durée de 61 minutes, Hérésie 2024 de Didier Konings, tout simplement. Waouh, le film est magnifique. Si tu as aimé The Witch de Robert Eggers, tu vas kiffer un max Hérésie. Je l'ai vu et je l'ai aimé et je vous en ai fait la critique à l'époque, donc en 2024. Alors après, c'était dans quelle vidéo, je ne sais plus. Mais oui. Je comprends que ça t'ait impressionné, c'était vachement bien. Exemple parfait, ça ne m'a pas fait peur, mais c'était vachement bien. Je pense à ça par rapport à Obsession. Pour parler d'un autre Jackson, pour une fois, que penses-tu de Joe Jackson? Le père, non, hilarant. Joe Jackson, pour moi, c'est son album orchestral Heaven and Hell sur les 7 péchés capitaux qui m'avaient subjugué pendant mon adolescence, des chansons d'une tristesse et d'une beauté folle. J'avoue ne pas connaître grand-chose d'autre de cet artiste, visiblement ultra productif, et dans différents styles, pardon. Alors curieux de savoir si tu aimes et si tu as d'autres recos le concernant. Je connais très mal Joe Jackson, et je suis pas fan de sa voix. C'est un petit peu comme Lou Reed, j'arrive pas à la voix. Bon, Bob Dylan, j'aime ni la voix ni les chansons, donc bon. Qui a d'autres vraiment où la voix ça passe pas. Enfin bref, Joe Jackson, la voix. Je crois que mon père avait un album de Joe Jackson, mais un seul, et il écoutait presque jamais, donc en fait je connais très mal. Voilà. En fait la vérité, c'est que je connais très mal Joe Jackson, très mal. Donc je peux pas vraiment dire. Peux-tu montrer tes cheveux? Ça pousse, est-ce que ta chérie aime bien? Je vous avais montré, ça vous avait même fait pas mal marrer. À la 100e, depuis ça pousse, mais en fait je les coupe, hein. Donc ça pousse, mais je les coupe. mais je les coupe moi-même, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ma chérie aime bien? S'en fiche, je pense. Voilà. Non, enfin me dis pas...
«Oh, c'est trop bien, tes cheveux». Non, jamais. Donc, mais je pense pas qu'elle trouve ça moche non plus. Enfin, mais si demain je décidais de tout raser pour refaire comme j'avais il y a 4 ans ou 3 ans ou tout ça, ça lui irait très bien, je pense. Voilà. Elle, la coupe qu'elle adorait, c'était, enfin la seule où vraiment elle m'a dit ça j'adore, c'était la crête que certains parmi vous ont détesté. La crête vraiment complète, hein, quand ça descend. C'était long derrière, mais rasé sur les côtés. Mais la vie était devenue un enfer avec cette coupe. Je me faisais fouiller, vraiment, hein, à chaque fois que j'allais dans un lieu public, supermarché, machin. Monsieur, votre sac s'il vous plaît. Enfin, juste la coupe de cheveux. Hein. Du jour où j'ai arrêté d'avoir une crête de punk, plus jamais on m'a fouillé mes sacs, mes machins. C'est terrifiant. Et même dans la rue, on te regarde de travers. Enfin, putain. Et à un moment, ça m'a cassé les couilles en fait. Puis bon, j'en avais marre. Enfin, je l'avais fait. Ça, j'ai quand même eu pendant au moins 2 ans. Hein, donc voilà. J'ai vu que tu as répondu sur un film qui s'appelle Repo Man, que je ne connais pas. Mais connais-tu et as-tu vu Repo Man avec Jude Law et Forest Whitaker? Je trouve ce film très bon et sous-estimé. Le propos est pertinent, l'intrigue passionnante, les acteurs excellents, la réal est bonne, l'ambiance et la production design, pardon, très réussi. Bref, tout est super dans ce film. Totalement d'accord avec un scénar assez étonnant et assez ambitieux. Le film a des défauts, je trouve. Après, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Mais je te rejoins complètement. Enfin, j'ai de très bons souvenirs de ce film. Ça me donne, tu vois, tu me donnes envie de le revoir en fait. Après, Forest Whitaker et Jude Law, c'est 2 acteurs que j'adore et ils sont excellents dedans. Ça aide aussi. Mais oui, le film est... C'est un film qui aurait dû être culte, je trouve, et il l'est pas du tout. Que penses-tu également de la bande originale de ce film, plus particulièrement de la chanson principale Every Day Will Be Like a Holiday, signée William Bell, que je trouve sublime et parfaitement raccord. La BO, par contre, j'en ai pas vraiment souvenir. William Bell, faudrait que je réécoute. Que penses-tu du groupe Yazoo? J'aimais bien ado, comme plein d'autres, de synth-pop, puis c'est devenu saoulant d'entendre tout le temps Don't Go, ah Don't Go, qu'est-ce que c'est bien. Bon. Bravo, bravo, bravo. Mais récemment, je me suis replongé dans leurs 2 albums et j'ai compris l'alchimie entre la voix incroyable, puissante, bluesy et grave surtout d'Alison Moyet et la froideur des synthés de Vince Clarke. Putain. Le mélange des deux m'émeut profondément. Figure-toi que je fais partie des ignares qui n'ont jamais acheté un disque de Yazoo alors que j'adorais Don't Go à fond avec les basses de dingue. Et j'ai jamais acheté un album de Yazoo et j'y suis jamais allé depuis. Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille fouiller du coup parce que je n'ai jamais. En fait, je connais pas ces albums. C'est-à-dire que je connais que les tubes moi de Yazoo. Quand je pense que je collectionnais tous les acteurs ciné quand j'allais au ciné, j'en prenais toujours 2, un qui restait neuf et l'autre pour découper dedans. Putain, je faisais ça aussi à une époque. Mais pas avec ça forcément, mais avec d'autres trucs gratos. Je sais plus ce que c'est. Bah si, ça devait être ça. Du coup, je vois pas trop quel autre magazine gratuit. Ah bah si, les trucs de Vidéoclub par exemple. Quand j'avais pas de sous, j'allais quand même en demander un au guichet du cinéma. Malheureusement, j'ai tout perdu. Je bossais pas à l'école et ma mère m'a tout jeté à la poubelle par vengeance. Oh putain. Elle croyait que ça allait améliorer mes notes. Ouais, c'est sûr. T'as dû devenir un génie après ça. Bah oui, ça donne envie. Tant pis, ça ne m'a pas empêché d'aimer le cinéma et d'en faire ma passion depuis. Putain, mec, tu viens de me retourner le cœur. Là, par contre, je suis à 2 doigts de chialer. Vous voulez pas que j'accuse Michael de quelque chose? Parce que là, j'ai les larmes, ça arrive là. Je pourrais vraiment chialer là. Tu viens de me bouleverser en 2 secondes tellement ça me parle en fait. Je sais pas quoi te dire et d'ailleurs, tu me poses pas de questions, tu racontes juste un truc, mais c'est super touchant. Bah, du coup, je suis content que tu puisses les feuilleter, du coup, avec à travers mes vidéos. À la con. Connais-tu l'excellente collection Rivage Rouge consacrée à des ouvrages musicaux comme Apathy for the Devil, Ici Londres, Manchester Music City, William Burroughs et le rock'n'roll, pardon, etc. Absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler de cette collection. Ça a l'air très sympa. Et par contre, en allant voir, parce que du coup, je me dis, alors Rivage, je connais, hein, mais la collection Rivage Rouge, non. Du coup, je suis allé voir et je suis tombé, alors pas sur un que tu cites, mais sur un que j'ai. Mais bon, que j'ai depuis une éternité dans sa version originale américaine que j'avais acheté à l'époque. C'est le Fargo Rock City. Tu le cites pas, je crois. Non. Et pourtant, ils l'ont dans leur collection de Chuck Klosterman. Un bouquin génialissime. Moi, j'adore cet auteur. Et d'ailleurs, j'ai également... Alors ça, je sais pas s'ils l'ont traduit... Parce que celui-là, ils l'ont traduit, hein, celui-là, sur Rivage Rouge. Et il y a également celui-ci qui est génialissime, Killing Yourself to Live. Je crois même que je le préfère encore. Mais celui-là, je ne crois pas que je l'ai vu mentionné. Enfin voilà, donc ça m'a fait marrer. Parce que du coup, en fait, je pense pas que cette collection m'intéresse. Parce que si c'est des traductions d'ouvrages américains qui ont 20 ans... Parce que moi, ça je l'ai lu il y a 20 piges, hein, tranquille. Mais par contre, c'est bien pour ceux qui peuvent pas lire l'anglais.
Alors après, ça dépend des prix, parce que bon, ça, il y a toujours un. Enfin, si c'est comme Camion Blanc et que vous payez 25 € le bouquin, alors que ça coûte 11 $, il y a comme une arnaque sous roche, quoi. Mais bon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Enfin, moi j'ai des gens qui me disent, je suis d'accord avec toi que c'est des escrocs Camion Blanc, mais moi je peux pas lire 400 pages en anglais, quoi. Et je comprends. As-tu des conseils pour améliorer son niveau en musique? Je ne parle pas de jouer de l'instrument, mais plutôt éduquer son oreille, faire une analyse assez poussée d'une œuvre, le rythme, les arrangements, etc. Bref, être plus pointu en musicologie et analyse critique d'une œuvre musicale. J'ai pas de conseils parce qu'en fait, pour moi, ça vient, ça vient par le désir d'analyse, en fait, de décortiquage. En fait, le désir aussi de compréhension. Moi, il y avait des moments, par contre, ça améliore ton niveau en musique, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois, je me disais, pourquoi je suis bouleversé à ce point par, mettons, le pont d'une chanson, de Cure par exemple, j'en sais rien. Qu'est-ce qui, dans les sonorités, pourquoi ces accords-là m'arrachent des larmes? Enfin, mais du coup, c'est venu de moi en fait. Et après, c'est un peu. C'est comme enlever les couches d'emballage d'un truc, disséquer un truc. Mais j'ai pas un conseil à donner, un truc, une méthode, tu vois, genre rigoureuse. Prends une chanson que tu aimes, analyse. Bah non, ça c'est chiant. Et en fait, ça pourrait même te casser ton amour de l'œuvre, en fait, de trop décortiquer. Donc je ne saurais pas trop de quoi te dire. As-tu vu les figurines Blockies Senseiya, version OCE, manga, les chevaliers d'or, lion, taureau, cancer, verseau, bélier, scorpion, sagittaire, et les 3 bronzes, Pégase, cygne, dragon, déjà sortis? Et si oui, qu'en penses-tu? Vu le rapport qualité-prix de ouf, et en as-tu? Je n'ai aucun jouet, aucune figurine, aucun DVD, rien de rien des Chevaliers du Zodiaque parce que j'étais pile trop vieux. Et alors, c'est pas une excuse, vu que même adulte, je regardais les Tortues Ninja. Mais j'ai jamais regardé Senseiya, jamais. J'ai vu des extraits à la télé, je crois, la première année où c'est passé en France, donc quel âge j'avais, je ne sais pas. Mais j'étais trop vieux pour regarder les dessins animés, ça c'est sûr. Je suis totalement ignare, je connais pas cette série, tout simplement. Alors par contre, c'est tellement connu que je connais les personnages. J'ai des potes qui sont collectionneurs des Bandai, enfin les trucs qui s'arrachent maintenant à des prix hallucinants, les vieilles boîtes là je veux dire, hein, et qui collectionnent tout ça. Mais moi je suis nul. Donc là je suis allé voir ce que c'était les Blockies Senseiya, ça a l'air super cool. Par contre ils sont beaux, je trouve, les personnages sont beaux, les armures sont super belles. Je n'ai rien de rien puisque je ne connais pas cet univers, en fait, tout simplement. Par contre, le rapport qualité-prix a l'air assez ouf, effectivement, j'avoue. Et ça fait plaisir parce que dernièrement, c'est vraiment... Enfin, moi, mes copains qui collectionnent des trucs, c'est des budgets, enfin, c'est effarant. Alors que ça reste du plastique avec... Enfin voilà. Team Tool, A Perfect Cycle ou Pussifer. Oh putain, c'est la question que j'arrêtais pas d'oublier de copier sur Maynard James Keenan, mais je suis pas fan de ce chanteur. Donc, ce sont donc 3 projets de ce mec. Je pense que le plus connu c'est Tool. Ensuite c'est Perfect Cycle. Et le moins connu c'est Pussifer, même si ça commence à... Enfin, je trouve que... Enfin, j'ai l'impression que la sauce, elle prend un peu, mais c'est rien du tout par rapport à Tool, ça c'est sûr. Ou même Perfect Cycle. Je suis pas très fan de son chant. Donc en fait, comme souvent, quand je suis pas sensible au chant d'un artiste, bah du coup, le mec, il peut faire 14 projets, j'en aimais aucun. C'est pas j'en aimais aucun. Par contre, il a du talent, oui, ça c'est sûr. Parce que oui, Tool, Perfect Cycle, même Pussifer, j'avais écouté encore, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, par curiosité. Oui, ce sont de très bonnes formations. Enfin, les chansons sont bonnes, lol, évidemment. Mais je suis pas fan du tout. Donc team aucun de ces 3-là. Enfin moi je n'ai aucun disque, j'écoute jamais. Et c'était la dernière question sélectionnée pour ce JDV qui était, j'ai l'impression, assez long. On verra au montage. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et alors les amis, là, ça va être un peu particulier parce que figurez-vous que j'ai récupéré sur Vinted pour la modique somme de 5 € 2 trucs hallucinants. Mais si, les adaptations bande dessinée des aventures de Condorman. Alors si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que Condorman, j'adore ce film. C'est tellement génialement kitsch et... Enfin j'adore. Bon, j'étais allé le voir au cinéma quand j'étais petit, je vous ai fait une vidéo critique, je crois, dans les premiers mois de ma chaîne, qui a fait un total de 182 vues. Oui monsieur, et 4 commentaires. Oui monsieur, bah j'aime pas me la péter, mais bref, hilarant. Et voilà, et il y a eu en plus très peu de trucs sur ce film, hein, mais alors voilà,
très 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 peu de trucs. Donc moi je vois ça et je me dis oh non mais trop bien, voilà. Alors celle-ci elle est en allemand, j'en ai une en allemand et une en anglais, c'était vendu par la même personne, je sais pas du tout comment elle a obtenu ça. Je les avais vus passer de temps en temps, genre sur eBay au fil des ans, mais c'était à des prix, genre enfin c'était scandaleux, genre 50 euros, enfin voilà. Après enfin scandaleux, c'est peut-être devenu très rare, mais je ne sais pas. Donc là tout d'un coup, clairement la personne ne savait pas ce que c'était, puisque s'en débarrasser pour 5 euros, je pense que tu sais pas trop. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, alors, vu que moi et l'allemand ça fait 12, on va pas. Et puis bon, c'est une BD, hein. Donc, mais je pensais que ça pourrait faire plaisir à certains d'entre vous, peut-être deux ou trois fans de Condorman, de visionner avec moi. D'autant que c'est super qualité. Et en fait, j'aurais adoré qu'ils fassent comme on avait eu pour Flash Gordon. Flash Gordon, on avait une. Et d'ailleurs, putain. Ouais, voilà, pour Flash Gordon, on avait eu l'adaptation en bande dessinée qui était sortie magnifique. Et je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais je trouve que c'est le même dessinateur, c'est pas possible. C'est exactement le même style de dessin. Mais alors vraiment quoi. Oh, qu'est-ce que c'était beau ça. Regardez-moi ça, magnifique. Ouais, je suis presque sûr que c'est le même dessinateur. Si j'étais un peu professionnel, j'irais vérifier, mais je suis tellement sûr de moi, je vais même pas le faire. Bref, donc Walt Disney, hein, bien évidemment. Donc là, on va juste admirer les dessins. Et je vais vous la faire feuilleter, mais vraiment assez rapidement. Allez, je dégage ça parce que voilà, ça fait pas très professionnel dans le cadrage. Ah, et quand il est au sommet de la tour Eiffel, tombe dans la Seine, évidemment. Oh là là. Si je parlais allemand, mais comment je me ferais un plaisir de vous lire certains trucs. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais là c'est sûr. Regardez les visages, c'est exactement la même façon de dessiner, quoi. Alors ça, moi j'aurais eu ça gamin. Ouais, j'aurais surkiffé, hein, bien évidemment. Mais j'aurais surtout. Putain, mais c'est pas très fidèle par contre la poursuite des bagnoles là. Normalement, c'est des Porsche noirs. Enfin, même lui, il ressemble pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fait façon beau mec. C'est très étrange cette adaptation. Très étrange. Ouais, il est en mode vraiment James Bond ultra classe quoi. Oui, vous avez vu comment je suis calme. C'est chouette, hein. Alex, calme, ça donne ça. Bah ouais. Il suffit de lui foutre une BD en allemande de Condorman pour qu'il ferme sa gueule. Non, bah dis donc, je suis un peu déçu quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations de Condorman en Condorman. Oh, je m'épuise, je m'épuise. En plus, ça n'a pas l'air ultra fidèle. En fait, ça ressemble à l'intrigue du film, mais il y a d'énormes. J'ai l'impression qu'il y a d'énormes différences. Ouais, enfin non, ça c'est fidèle. Ouais, non, non, il n'y a pas d'énormes différences. Mais vas-y, mais calme-toi. Sans déconner, n'importe quoi. Non, non, c'est très fidèle. C'est juste que t'es pas content, c'est tout. Ouais, bof, c'était quand même très bof, hein. Voilà, on va pas se mentir. Alors, ce qui m'étonne, voilà, c'est qu'avec cette BD, il y en avait une deuxième, que voici, et qui est donc, alors celle-là, elle est en anglais. D'ailleurs, c'est pas, parce que là, c'est Disney, quoi, hein, Walt Disney, vous avez vu. Et bah, là aussi, on remarque un. Oh là 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 là. Mais c'est Whitman, je ne sais pas quoi, basé sur les personnages créés pour Walt Disney. On va voir ce que ça donne. Déjà, sur la pochette, ils n'ont pas mis d'illustration, ce qui est étonnant. Oh, magnifique. Ah bah alors ça, moi, j'adore. Alors là, par contre, je trouve ça magnifique. Mais par contre, quel rapport avec le film? Oh, c'est peut-être juste. Ah non, mais là, on dirait, c'est une aventure inédite de Condorman. Mais alors là, j'ignorais complètement. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Laisse tomber. Putain, c'est génial. J'étais carrément pas au courant, mais t'es vraiment le fan en mousse, hein. Bon, après, je suis pas non plus un historien de Condorman, hein, on va se calmer. Mais je ne savais pas qu'en bande dessinée, on avait eu des aventures inédites de Condorman. Alors après, là, c'est à nouveau, hein, je dis, c'est un Condorman façon, genre, on dirait Michel Vaillant. Enfin, il est beau gosse, il a l'air intelligent, c'est un agent secret, quoi, limite, quoi. C'est pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'humour qu'il y avait dans le film. Par ailleurs, je suis déjà à la fin de la BD et ouais, bon, bof.
On n'a pas tous les codes visuels de Condorman. Hein. Ah oui, d'accord. Deux croquis minables. Je suis très déçu. Ouais, bon, là, on voit un peu mieux. Ah, fan de Michael. Beat it, you goofy girls. You're blowing my cover. It's Condorman. Shoot him off the sky. Oh no. Oh, je répète doubleur, dis donc. Oh, ça va pas plaire à Ray ça, c'est j'espère qu'il regarde pas mes vidéos. Non, non, je déconne, j'ai pas de doubleur. Ah, les doubleurs, ah, c'est horrible. Horrible. Ah, bah, la VF. Oh. Eh ben, écoutez, je suis très déçu également. C'était nul. Enfin, c'était nul. Non, c'est pas nul, mais c'est. Enfin, si, c'était nul. Donc, heureusement que j'ai payé que 5 euros. Hein. Voilà. Mais bon, pour les objets, c'est rigolo quand même.